Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. Et non, pas d'intro. Pourquoi? Parce que il y a eu une intro Twitch et quand j'ai voulu la tester sur YouTube, eh ben on m'a dit non, ta vidéo sera claim et puis voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui ont envie de voir la petite vidéo qu'on a diffusée en introduction de l'annonce lundi soir du live, eh ben vous pourrez la retrouver sur le petit i ici. Qui s'affiche et donc du coup vous pourrez aller regarder la petite vidéo qui fait environ 2 minutes. Voilà. Bon, c'est un petit plaisir comme je fais à chaque fois, à chaque annonce du comité. Cette fois-ci, ça passe pas sur YouTube. J'ai essayé de faire différentes manières, c'est pas passé. Je sais pas ce qui bloque et ce que je peux faire pour aller à travers ça. Donc voilà, c'était ça, c'était juste pour dire ça. Maintenant, je vous laisse avec le comité et l'annonce qui a eu lieu lundi soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est ce soir pour l'annonce du comité. Donc du coup, bien sûr, évidemment, la vidéo est tirée de moi. Je n'ai aucune info. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, au cas où. Merci en tout cas pour les retours, ça me fait plaisir. Et merci pour tous les follow. Donc ce soir, du coup, on est en compagnie de plein d'invités prestigieux, évidemment. Et on va pouvoir discuter de la banlist qui va être révélée incessamment sous peu. On va passer tout de suite et bah, du coup, dans l'autre scène pour voir avec qui on va être ce soir. Et du coup, ce soir, on est avec DocFX, OneSoak et F20 en vocal. Pas de matos, euh, toujours pas d'argent en tout cas. Bonsoir à vous trois. Est-ce que vous allez bien? Salut. Très Très bien. bien, très bien. Ça va. Un peu occupé, un peu Un peu. surbooké, mais ça va. Ouais, je me doute bien. Bizarrement, je me doute bien. Alors, hop, ouais, tant pis. Bam, on balance. Voilà, alors ça c'est l'annonce du comité, du coup. Euh, visiblement, la vidéo russe vous a pas fait peur. Bah non. Donc du coup, no change. Alors bon, je vous laisserai raconter ce qui est en anglais. Mais donc du coup, pas de changement de règles, pas de carte qui change, pas d'autres changements, donc du coup pas de général qui change, et ça change immédiatement. Du coup, avant c'était une semaine d'écart. Oui, Et mais c'était compliqué pour pas grand-chose en fait. Vu qu'on ok, fait les annonces le lundi et que les tournois ont lieu le week-end, on a supprimé cette double date qui était pas très nécessaire en fait. ok, très bien. Bon, et ben voilà. Du coup, on va revenir à nos invités, puisque du coup maintenant il y a plus grand-chose à raconter sur cette page, à part le premier pavé. Mais sinon, bon, bah, il n'y a plus rien, donc c'est bon, je crois. Sauf tu veux parler en Euh, premier sur ces choses-là avant que le comité parle ou vous préférez? je pense que la priorité, c'est le singe Ragavan, dans un premier temps. Mais je vais laisser la parole à Févin et Doc. Je Ok. pense qu'ils ont des choses à dire pour compléter. Alors, est-ce que toi déjà t'es surpris? Tu t'y attendais? Surpris, non, je m'attendais à ça. Ok. Par rapport aux propos de Mars qu'il avait tenus sur les biquettes. Ok. Mais voilà, c'est vrai que j'espérais davantage. Mais après, ça reste cohérent avec leur ligne. Même si c'est un peu frileux au final, à mon avis. De laisser des Mais ça tests. reste Ok. cohérent de leur côté au moins, quoi. Ça marche. Bah, Doc, Févin, allez-y. J'y vais, tu y vas? Vas-y, Bien. vas-y, vas-y. Je suis en train de regarder en même temps les commentaires et vérifier que tout est bon. Je suis un peu. Je Alors, suis dans le temps. du coup, le premier point déjà, c'est que c'est concernant les cartes qui sont déjà sorties. On n'a pas de tournoi majeur, on a des tournois de moyenne importance, mais on n'a rien noté de particulièrement dangereux. On a vu des decks émerger, on a vu Partner revenir dans le rang comme on le souhaitait. Du coup, concernant ce qui existait, il n'y avait pas grand-chose de notable. Ensuite, quand on est passé de 4 annonces à 6 annonces par an, on avait dit qu'on ne voulait pas, qu'on voulait faire plus de no change pour éviter que ce passage entraîne une instabilité du format. Ça, c'était le deuxième point. C'est qui justifie qu'on n'a pas, par exemple,
bannit des problèmes un peu anciens, débannit des cartes, fait des expérimental unban, enfin, tout ce qui concerne des problèmes anciens qu'on aurait pu régler vu qu'on n'avait pas de problème urgent à régler. Donc, mais ça, c'était pas souhaitable parce qu'on souhaite faire quelques no change pour éviter que tous les 2 mois il y ait des modifications majeures. Ensuite, alors, bon, bien sûr, la question que tout le monde se pose concernant les cartes qui n'existent pas encore. Alors, le comité a comme politique de ne pas bannir de cartes qui ne sont pas sorties. Donc ça, c'est une politique qu'on a depuis assez longtemps et qui correspond au fait que on veut que les gens puissent essayer les cartes autant que possible et qu'il n'y ait pas une instabilité supérieure, c'est-à-dire on voit les cartes bannies, on peut jouer pendant 2 mois. Le problème là est encore plus critique parce que si aujourd'hui on avait banni des cartes, demain on peut tomber sur des cartes bien pires que ce singe. Bon, j'espère pas, techniquement, mais on aurait eu un problème d'avoir banni une carte aujourd'hui, de devoir faire un ban après-demain. Du coup, si on sortait une carte du même niveau, pire. Et 2 bans en 2 jours, c'était pas exactement ce qu'on souhaite. Ensuite, concernant le singe lui-même, on a considéré, à tort ou à raison, que c'était un cas intéressant pour la communauté parce que globalement, l'annonce suivante aura lieu 6 semaines après qu'il soit sorti. Et pendant ces 6 semaines, la communauté aura à gérer un format qui sera focalisé, bien sûr, sur Red Dead Queen. Mais un format focalisé contre Red Dead Queen, c'est pas un format, par exemple, focalisé sur un deck combo. Tout deck ou archétype peut s'adapter à Red Dead Queen parce que c'est un deck linéaire, autant puissant qu'il est, parce qu'effectivement, ce Monkey est d'une puissance assez folle. Donc l'idée, c'était ça. C'était ne pas créer d'instabilité, donc pas de ban en urgence, pas de ban aujourd'hui, de ban après-demain, pas de ban préventif parce que nous, ce n'est pas notre politique. Et globalement, Red Dead Queen, on considère que c'est un deck qui est possible de s'adapter et où il existe des solutions relativement peu onéreuses pour les joueurs un peu occasionnels pour améliorer leur match-up contre Red Dead Queen, pour même jouer Red Dead Queen ou jouer les decks qui l'écrasent, comme par exemple Winnie White écrasera Red Dead Queen s'il s'en donne un tout petit peu les moyens, mais même sans donner les moyens, de toute façon, il écrasera des. Voilà, c'est ça, globalement, l'idée. Ok, moi j'ai pas mal de choses à réagir dessus. Je sais pas si Doc, tu voulais rajouter quelque chose toi de ton côté. Non, pas spécialement. Je suis en train de surveiller des trucs en même temps, mais Ok. j'aurais dit la même chose. Bah déjà dans un premier temps par rapport aux éditions qui sortent, et en effet tu as raison, là il peut y avoir, on peut bannir éventuellement Ragavan, mais si demain il sort encore pire, c'est un problème. Est-ce qu'il serait pas du coup mieux, enfin en tout cas souhaitable que à l'avenir ça soit plus simple de réaliser en fait des banlists à la suite des extensions une fois qu'elles sont terminées. Donc par exemple là, actuellement vous avez prévu un planning tous les 2 mois, mais s'il y a de plus en plus d'éditions qui sortent non convenues dans le schéma de base, qui on va dire par exemple Street 7, Kaldheim et compagnie, des éditions du type Modern Horizon, qui s'intercalent en fait entre les plannings. Est-ce qu'au final, ce serait pas plus cohérent de mettre les banlists à la fin de ces sorties-là pour voir si il y a quelque chose d'abusé qui sorte et dans ce cas-là, pouvoir le bannir directement? Alors, il faudrait juste que tu raffines un tout petit peu ton idée. Ta Mhm. proposition, c'est de faire une banlist à la fin du spoiler, le jour de la date de sortie, 1 semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, parce que c'est Dans pas du tout. l'idée, ça serait éventuellement quelque chose comme à la sortie Ok. pour Donc, pour donc gérer le des cas 15 juin. aussi, pour gérer des cas évidents comme le GV de Amulet par exemple. Parce que la dernière fois que ça s'est produit, donc c'est Commander Legends. En l'occurrence, la banlist était directement après, mais il y a quand même des tournois, par exemple le Zap Online. Voilà, si à l'avenir, comme tu dis, là il y aura 6 semaines. 6 semaines, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même déjà beaucoup. Donc c'est vrai que quand il y a 2 semaines d'écart, ça va.
À partir d'un mois, là, ça commence à devenir un peu compliqué pour tous les joueurs. Et ça peut faire fuir beaucoup de personnes, du coup, pendant cette période-là, quoi. Alors, donc du coup, on part de l'hypothèse Day 0. Sur l'hypothèse Day 0, si on n'est pas convaincu de la toxicité d'une carte, s'il y a débat et s'il n'y a pas d'action, on se la récupère 8 à 9 semaines. Donc déjà, premier problème. À Day 0, c'est que on peut se prendre 8 ou 9 semaines dans la gueule. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est à l'opposé, si on veut éviter ça, qu'on bannit de manière un peu agressive une carte Day 0, c'est sans retour. C'est le ban préventif, c'est la peine de mort pour une carte. Si on banne préventif une carte, on peut plus jamais la. Oui, Et que complètement. globalement, si on a jugé la carte suffisamment forte pour être ban jour 0, ça n'a aucune cohérence de la débannir 2 ans ou 3 ans après. Donc, premier problème, si on bannit une carte pas si forte que ça, on peut pas revenir en arrière. Et si au contraire, on laisse une carte trop forte, eh ben, on se le prend l'espace maximum au final, les 2 mois complets. Et il y a des Ok. cartes que c'est pas évident. Par exemple, un exemple assez classique, c'est Léovold. Léovold, ça avait été une carte qui avait fait énormément de hype. Et si on avait eu une politique de ban day 0, Léovold aurait pris un ban. N'aurait jamais été débanni par la suite, forcément, vu qu'il aurait été banni jour 0. Alors que Léovold est dans le format, ne pose pas réellement de problème. Après, j'ai dit Day 0, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai pas forcément réfléchi. On peut aussi adapter la chose en Day 15 ou en Day 20, voire Day 30. C'est aussi, en fait, on a C'est vraiment un- étudié ce En fait, problème. c'est un outil à bosser, et peut-être que vous en avez déjà discuté au sein On du en a comité, donc beaucoup discuté, mais en c'est pour fait, ça que je suis curieux aussi de votre retour, quoi. il y a plein de problèmes sur ça. Si on le fait avec une distance un peu éloignée, on va dire 3 semaines, donc day plus 21, on a le problème qu'on peut avoir des chevauchements entre deux banlistes. Dans le cas présent, sur l'année 2021, Strixhaven et Commander 21 se seraient chevauchés. Parce qu'il y a pas 21 jours ou très proche des 21 jours. Donc, un chevauchement de banlist, c'est abominable. Parce que d'un coup, on fait quoi pour les cartes qui sont sorties mais qui sont pas dans les 21 jours? On les banne pas, on les banne, lisibilité inexistante pour les Après, pour les suiveurs qui suivent réellement l'actualité, qui sont très connectés, qui suivent bien les Discord, bien les forums, ok, eux, ils s'en sortiront toujours. Mais il y a quand même une partie importante de la population, que je pense qui est une majorité silencieuse, qui suit pas directement. Et ça serait et s'il y avait deux banlists qui se chevauchaient, ça serait impossible à comprendre. Donc, par Ok. exemple, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire plus 15 jours, 3 semaines. Notons aussi que, il y a pas longtemps, on était à 4 banlists, annuels. Les gens râlaient un peu, putain, il y a beaucoup de bans, je suis obligé de changer de deck tout le temps. On est passé à 6 banlists. Donc, plus encore d'incertitudes. Et si on passait à une banlist par produit proposant des nouvelles cartes, on serait minimum à 7 pour 2021. Donc, bon, je vais pas te citer les 7 éditions, je vais pas vous citer les 7 éditions, mais il y en a 7. Et sur les prochaines années, on sera visiblement à plus, parce que Wizard a des objectifs financiers, et qui vont sortir plus de produits un peu bizarres, comme l'édition Warhammer 40 000, qui va créer quelques cartes, mais pas beaucoup. Et du coup, on sera à 8, 9, 10 annonces par an. C'est quelque chose qui peut vraiment faire peur aux gens, parce que ça multiplie les épées de Damoclès. Le but, c'est d'avoir un nombre d'annonces raisonnable, 6, et d'essayer d'avoir des new change quand on peut, pour pas donner cette incertitude et cette impression de magma parce qu'on est quand même sur Je, un co- format éternel. je comprends la cohérence par rapport à ça, hein. Y a pas de souci. C'est juste de voir Mais si le pour le format coup, en là, fait stable et linéaire est le bon. Mais bon. en fait, il n'y a pas de solution parfaite Mhm. parce qu'en fait, on n'a pas une puissance de communication assez forte. On n'a pas un TGA où quand tu lances un TGA, Wizard fait une annonce. Donc, on est obligé de prendre un truc relativement simple à expliquer et relativement peu maniable. Mais ça n'a pas que des inconvénients. Ça permet aussi de donner à la communauté une information précise. On ne prébanne pas, déjà. C'est une information que les gens connaissent. Et ensuite, on donne
un problème à résoudre. Là, pour 6 semaines, effectivement, on va avoir un Red Summer avec effectivement un deck dominant, des decks prévus pour le battre et des gens qui vont faire de Paillasson qui ne veulent pas du tout prendre le point en compte. Après, on Sinon, parle de mono rouge quand même. On parle du deck très linéaire, très prévisible, relativement facile à metagamer. Si on avait eu un deck combo qui sorte à la place, à peu près sur le même tempo que ce Ragavan, un truc combo extrêmement broken, il est possible qu'on n'aurait pas pris la même décision. Parce que un deck combo, il y a beaucoup d'archétypes et qui ne peuvent pas s'adapter. on en reparlera après, alors on a des Red choses Queen, à dire à ce sujet-là. Red Deck Queen, c'est quand même le deck, entre guillemets, le plus facile à s'adapter. C'est linéaire, c'est prévisible, ça fait quelque chose, ça le fait bien, ça le fait extrêmement bien avec ce Monkey, ça le fait trop bien, très probablement. Mais c'est un problème qui est identifiable. Qui est identifiable et il y a des solutions. Il y a Karlov, il y a Win White, il y a joué Ragavan soi-même. L'autre avantage, c'est que les solutions sont aussi des solutions pas très chères globalement. C'est des jeux pas très chers que même si on les a pas dans notre groupe de joueurs, il y a souvent quelqu'un qui l'a, qu'on peut se le faire prêter. Ça a participé au débat aussi. Parce que si ça avait été des solutions hors de prix et de dire équipez-vous pour 6 semaines, ça aurait été un problème. Là, c'est pas des solutions réellement hors de prix, des decks hors de prix à monter. Donc, c'est possible de metagamer. Un format où il y a un deck central n'est pas toujours un mauvais format. Dans l'histoire du jeu, il y a eu des fois où un deck était à 50% et que ça ne posait pas et que ça ne faisait pas forcément un mauvais format. Donc, en Duel Commander, on ne veut pas 50% bien sûr, parce qu'on est un format éternel, mais si à un moment on monte 15-20% de top 8 sur 6 semaines, c'est pas réellement. Moi, du coup, je j'entends me bien tes permets de. arguments, mais Alors, je fais juste vas-y. un aparté sur le problème de Ragavan. Enfin, c'est pas forcément un problème, c'est juste qu'il y a les gens qui se disent il y a quand même Zurgo qui est banni. Là, on a un singe qui, en fait, au minimum, c'est la même chose. Strict minimum, c'est le même coup converti de mana, ça a le même capac, Non, enfin, pas c'est le strict, même pas strict, dash. pas strict. Pardon? Il a un point d'endurance de moins quand même. Pas strict. Ça a un point Ok. d'endurance de moins. Non, mais c'est pas Alors qu'on a anecdotique. le anneau, hein. C'est C'est pas pas strict. anecdotique parce que on a un précédent Kitéon via 6. Voilà. Oui, mais c'est pas rouge, du coup. T'as une capacité similaire, une capacité qui fait 2 trucs en plus, et une capacité et un attribut en moins. Donc c'est meilleur. Oui, mais faut pas dire le rouge se fiche un petit peu de sa défense finalement. Donc, quand tu joues Red Dead Queen, tu joues pas mûr. Le truc, c'est que je lis le chat et donc du coup je parle par rapport au chat. Le chat du coup se dit il y a quand même une carte qui est exactement identique au minimum près, quasiment on a dit, à une carte qui est dans la banlist et celle-là du coup est pas ban. Alors je suis d'accord que tu as dit on fait pas de ban préventif etc. Mais du coup ça aurait été une carte un peu différente. Tu pourrais se dire qu'effectivement on peut peut-être tester comme Dargo finalement qui était en mode c'est énorme et tout puis finalement en fait il est toujours là. Mais du coup là on a quand même une carte qui est à peu près identique à une autre qui est déjà bannie en fait. Est-ce que T'as oublié un détail. Je vais revenir 2 secondes là-dessus. Le truc qui fait que c'est polarisant, en fait, c'est que à partir du moment où tu as 2 neurones, tu peux comprendre ce que tu viens de dire, à savoir que Zurgo est meilleur et moins bon que Ragavan. T'as besoin de rien, c'est-à-dire t'as besoin de rien, et t'as besoin d'ouvrir le site pour aller voir la liste, et tu dis, tiens, si l'autre est banni, X supérieur à Y, Y étant banni, X est banni. Et c'est pas ce qui est marqué dans l'annonce, il y a marqué juste, on change pas maintenant. Ça veut pas dire qu'on change pas plus tard. D'abord, la carte bannie ou pas, on s'en fout, elle est pas sortie. Donc déjà, si tu as lu les statuts qu'on a écrits précédemment, comme l'a dit Sylvain, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on peut le faire, mais il faut un truc qui soit vraiment plus bourrin que Ragavan. Mais vraiment plus bourrin. Tu vois, Jewel Lotus était un bon exemple. Qui est passé à ça, vraiment. Qui a été 10 jours, je sais plus, un truc comme ça. Lotus a été joué? Voilà. Lotus jouaillé en Pour le français. coup, Pardon, c'est vrai qu'on va parler en français si tu veux. Si tu confonds, par contre, je sais plus ce que c'est. Zurgo Blast Striker, c'est quoi le sonneur de cloche en français? Oui. C'est ça? C'est ça, ouais. Zurgo, il est sorti en mars 2015. Il a été viré en juin 2018. Il a mis 3 ans et 3 mois à sortir. 3 ans et 3 mois. C'est pas un truc qui a été instaban, tu vois. C'est pas Emery.
Ça Ok, n'a pas été c'est un pas stable, allé mais il y a eu énormément de tentatives aussi, environ des cartes clés. énormément. Il y a eu une annonce avec 4 cartes et ça n'a pas empêché les gens de jouer mono red. Et depuis, avant Commander Legends, il y avait encore 10% de mono red qui jouaient Karizev. Donc de toute façon, tu veux jouer mono red, tu joues mono red. Et spoiler pour tout le monde, hein, mono red, on en a besoin, c'est très bien dans le format, ça marche. Mais Je suis entre temps, vous complètement avez quand même d'accord avec ça. déban progressivement des cartes de monoren. Voilà, c'est ça. Le- Parce qu'entre-temps, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une polarisation assez violente du format, qui fait que les gens jouaient des cartes à 0 en commandeur, des trucs de fou, qui étaient totalement pétés et plein d'autres choses qui font que le monde il a changé. Et que si vous regardez la curve moyenne et le tour auquel les gens gagnaient les games en tuant, c'est beaucoup beaucoup plus bourrin qu'avant. Ce qui fait que du coup, bah, les cartes mono rouges totalement pétées, bah, elles sont juste au milieu des autres finalement. Il en reste d'ailleurs au passage encore dans la liste, hein, qui sont pas remises et qui vont peut-être pas revenir tout de suite à vue de nez. Moi, j'ai quand Donc même voilà, beaucoup déjà il y a ça. d'observations par rapport à Ragavan. Euh, Et- donc en gros, si tu veux, quand tu veux comparer, Zurgo ça a été 3 ans et 3 mois. Tu veux un truc bien Ouais. pété, tu veux qu'on reparle d'Urza, qui a mis longtemps à partir, hein. Ça a mis 11 semaines, et c'est pas le meilleur exemple de la planète, c'est pas celui dont on est le plus fier, celui dont Wizard est le plus fier non plus, ceci dit. On peut parler d'Uro, le temps qu'il est resté légal, on peut parler de plein de choses, où ça a vraiment pété le format aussi comme il faut. Ça va être 6 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et demi, au moment où on peut ressortir, bouger un peu, où il y a quelques tournois à pas des masses, c'est le début de l'été. Je pense que les gens peuvent s'adapter. Si tu aimes les briques, moi je suis moi-même des fois une bonne brique. J'ai des bêtes decks débiles qui ne marchent pas du tout contre Mono Red. À l'époque de Zurgo, j'ai fait un test, je me suis pris, c'est véridique, hein, je te sors pas le nom de mon pote parce qu'il est pas là, mais voilà. J'ai fait des tests contre un Zurgo avec une liste tout à fait normale. J'ai pris 18-2. Je me suis donné 10 jours, j'ai pris mon deck, j'ai changé 5 ou 6 cartes, j'ai regardé le méta, j'ai dit le méta est beaucoup trop gros, je m'en étais pas rendu compte. J'ai changé une douzaine de cartes, une quinzaine de cartes. On a refait 20 games, 10-10. Avec un deck qui peut pas forcément être le meilleur pour rater du mono red si tu veux. Donc honnêtement, genre je joue pas mono blanc ou mono vert, des trucs comme ça, tu vois. Donc quand tu veux, tu peux. Et c'est pas pour ça que c'est facile, parce que quand t'as tout ton pack et que t'as pas forcément soit pas de pognon, soit pas les cartes, soit elles sont dures à trouver, soit t'as pas envie de le changer, soit t'as la flemme, soit c'est un pet deck, il y a plein de raisons. Ce qu'on dit juste là, c'est essayer. Comprendre que c'est plus fort, on l'a tous fait. Comprendre que à vue de nez, spoiler, ça va dégager un jour ou l'autre, assez rapidement, je pense que tout le monde l'a fait. Comprendre que tu peux jouer ça pendant 6 semaines et voir ce que ça fait, tu peux essayer. Si t'es un vrai player, que tu dis moi j'ai envie de gagner, et que ça gagne, joue-le. Tu vas te payer des miroirs, ça faudra apprendre à jouer les miroirs. Si, comme l'a dit Fedin, tu penses que tu peux hater ça et gagner contre d'autres trucs, il me semble que Mono Blanc, par exemple, qu'il a cité, c'était pas du tout un mauvais exemple. C'est bon dans le format, ça marche. Hein. C'est pas un truc qui va faire tout le temps top 8, parce que c'est ancien d'un méta qui était vachement diversifié, mais ça marche. Tu vois? Donc, ça a l'air un peu vindicatif. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que comprendre en quoi c'est fort, comprendre que c'est meilleur que l'autre, comprendre que l'autre est banni, ça c'est le niveau 1, on l'a tous compris. Là, ce qu'on dit maintenant, c'est juste, on se pose 2 minutes, c'est-à-dire évidemment, je me doute bien, je regarde le chat, hein, je vois que les réactions épidermiques, elles sont attendues, elles sont là. Demain, ça sera peut-être pas les mêmes, la semaine prochaine non plus, si tu veux. Et de toute façon, dans 6 semaines, quand on aura vraiment plein le cul, à vue de nez, il se barra, ce machin, tu vois. Il y a de fortes raisons, je veux dire, tout le monde le dit. Si évidemment, il arrive à pas être si fort que ça et pas casser le format, alors là, chapeau, on se sera tous gourés. Le chat et nous. Et du coup, vous Ok. débannerez Zurgo? Bah, je vais essayer de Ouais, rebondir ça a quand été même sur posé les comme arguments question, de. ça a été demandé, si ça c'est plus fort que Zurgo et que les deux n'arrivent pas à péter le format, est-ce que les deux seront pas légaux? Bah, à vue de nez, ça dépend. Si vraiment c'est toxique pour le format, c'est pas juste les perfs, attention, hein, tu regardes pas juste une carte bannie en fonction de ce que ça perf ou pas dessus, ça peut être beaucoup plus de trucs que ça, tu vois. Il y a la transformation, la pénétration, le fait, le ressenti des gens aussi quand même, quand des fois c'est trop toxique, on le vire, tu vois, il y a des choses comme ça, quoi. Donc voilà, Ok. donc si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que ce qu'on veut dire, de toute façon, à travers ça, c'est que c'est plus possible, comme tu as essayé de le faire, OneSock, c'est plus possible de définir une temporalité qui soit fiable tout le temps. Parce qu'il y a une autre question qui est évidente, c'est combien de temps tu mets à te rendre compte que ce qui est neuf, pour ne parler que de ce qui est neuf, marche ou pas. Tu vois? Et le problème, c'est que tu n'as pas que ce qui est neuf qui justifie qu'on s'attarde dessus. Donc du coup, il y a un moment où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et t'as des decks qui peuvent devenir vraiment super chiants. Par exemple, Euro, il est resté super longtemps légal, on l'a vu depuis le début, mais il tenait. Et puis c'est monté, c'est monté, c'est monté, en commandeur, en commandeur, ça montait, et au bout d'un moment, tu te dis, c'est vraiment trop toxique. Tu vois? Omnat, il n'a pas fallu très longtemps pour le voir. Donc, ça voudrait dire qu'à l'avance, tu sais quand vont sortir les éditions de Wizard et combien de temps tu mets à se rendre compte que les nouveautés sont toxiques. Donc, en gros, tu fais du fabric crafting en lisant des cartes en disant je le sais. Des fois, c'est facile.
là, c'est facile. Pour Urza, par exemple, c'est facile. Pour Emry, t'as essayé, c'est facile. Pour Face Oracle, c'est facile. Et Face Oracle, je sais pas si vous avez vu, même cet exemple débile, il est resté, c'était en historique il y a pas longtemps, pendant combien de temps? 3 semaines? Un truc comme ça, pareil. Légal avec Tainted Pact. Le truc que nous, par essence même, on a dû affronter en Eternal, eux, ils l'ont mis en historique. Avec plusieurs copies. Donc, c'est-à-dire que même l'éditeur n'arrive pas lui-même, des fois, à gérer ce qu'il veut faire. Je veux dire, combien de temps vous avez vu, en standard, en moderne, etc., Euro, Omnat, etc. Combien de temps c'est resté légal avant de partir? Mais le but, c'est pas de. Moi, je comprends le fait de le laisser 6 semaines, notamment par manque de possibilités ou tout ça. Mais il y a quand même des problèmes que ça cause, ce singe au final. Moi, j'ai relevé plusieurs points là-dessus. Par exemple, tout à l'heure, Félix disait que Red Dead Queen, c'était quelque chose de facile à affronter et De quelque linéaire, chose de hein. très linéaire. Linéaire. C'est pas facile à affronter, mais c'est un problème qui est carré. C'est pas un deck qui va te surprendre, qui va t'attaquer de trois manières, de Alors, trois façons différentes. j'aurais acquiescé en fait il y a un an. Mais entre-temps, on a eu l'exemple de Rograk Killet qui a contredit ça en fait. Où au final, c'était quasiment un Red Dead Queen. Et ça a écrasé tout le monde en fait. Donc, c'est pas aussi tranché maintenant le Magic de maintenant que les certitudes qu'on avait avant en fait. Je pense honnêtement qu'il y a des gens qui vont jouer ce Monkey dans des jeux autres que Agni. Allô, je t'entends plus. Moi, vous m'entendez? Ouais. Je t'entends. Je disais, est-ce que tu penses vraiment que les gens vont jouer ce Monkey autrement que dans des decks agressifs? Non, bien sûr que non. Mais au final, comme Rograk Killet. C'est un problème qui est prévu. Donc, c'est un problème qui est cadré, carré. C'est pas un général qui offre des milliards d'options de build. C'est une 2-1 pour un qui doit passer pour faire un effet. C'est donc strictement une carte d'ado. On peut le jouer légèrement plus mid-range en disant j'ai des faire par exemple des Casterren T2, ok, on peut. Mais ça demeure quand même dans le même principe. C'est une bête qui est 2-1, qui doit passer, qui a que 1 endurance et qui doit passer. Donc il y a beaucoup de moyens d'affronter ce problème, de jouer des bloqueurs, parce que ça obligera l'autre à faire des removals, ce qui est pas très tempo, avec tous les risques qu'ont des removals en cas de Shining Shoal, en cas de mantra, enfin, toutes les trucs très graves que Winnie White peut inventer. Jouer des removals définitifs de type peste artificielle, parce que en fait, dans un format où le tour 1 est assez impactant et où le toss est impactant, avoir un T1 en command zone, c'est-à-dire que même si tu poses toi un bloqueur en T1, ce qui est le très bon play à faire contre ce général, si l'autre en face a une réponse au T2, la partie est très très mal engagée, quoi. Là où sur la draw, évidemment, ça sera plus simple. Elle est mal engagée, elle n'est pas très mal engagée. Si tu sors au tour suivant une bête qui ne peut pas tuer parce qu'il ne tue pas les bêtes qui ont plus de 4 en endurance, tu peux faire ton Isamaru tour 1, prendre ta foudre et qu'au tour 2, il soit proche de la concession, ton adversaire. Je parle pas parce que Mono Rouge, c'est un jeu qui ne bénéficie pas d'être sous les feux des projecteurs. C'est un jeu qui aime ne jamais être le deck le dominant. Quand il est le deck dominant, il ne gagne jamais. C'est vrai dans toute l'histoire du jeu, dans tous les formats, Mono Rouge ne doit jamais être dominant parce que quand il est dominant, c'est le deck le plus facile à métagamer. Mais effectivement, on fait ce qu'on a rarement fait, on fait confiance à la communauté de dire on vous a posé le problème, 6 semaines minimum, parce que techniquement, c'est pas 6 semaines fixes, c'est 6 semaines minimum, avec un mono rouge très fort, plus fort que la moyenne, plus fort que ce qu'un deck devrait être dans le format, mais c'est un problème qui est clair, qui est carré. C'est pas Omnat. Hein. Omnat, tu peux pas affronter Omnat en disant je sais ce qu'il va faire. Tu ne sais pas ce qu'il va faire Omnat. Ce Monkey, tu sais comment tu vas affronter. Tu sais ses points forts, tu sais ses points faibles. Et du coup, c'est un problème qui est soluble. On a fait confiance à la communauté de dire on pourrait faire des emergency bans à chaque nouvelle sortie d'édition, vous prendre pour des idiots et dire vous n'arriverez jamais à trouver la solution, donc on va vous border thématiquement. Chaque fois qu'il y aurait un défi de deck building,
on va bannir on va bannir plus tôt parce qu'on considère que vous êtes trop bête pour résoudre le défi. On aurait pu prendre cette politique, on aurait pu. C'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi de donner un défi à la communauté, de dire vous aurez un deck central du format, quelque chose qui existe dans tous les formats. Tous les formats, à un moment, ont un deck qui est dominant à 30%. Je pense pas que ça sera le cas. Je pense pas que Ragavan va être dominant à 30% parce que il y a des contre-mesures très efficaces qui existent et que la communauté les aura. Je me permets encore de faire le parallèle avec Rogue Kelet parce que c'est assez récent et parlant. Mais la problématique est la même en fait, c'est-à-dire qu'il faut gérer autour d'eux un truc qui a un endurance. Et si tu le fais pas, bah, tu prends un retard assez conséquent. Et c'est vrai que en théorie, c'est quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, Florian l'avait explicité ici. En pratique, au final, on s'est rendu compte que avoir son anti-bet au bon moment, c'était pas toujours évident. Et qu'au final, toi, ça te concentre à chercher ça, voire un mulligan pour ça. Donc l'adversaire, en fait, lui, il a d'autres plans de jeu et il déroule avec des cartes fortes derrière, en fait. Donc, je comprends l'idée théorique, mais en pratique, en tout cas, par rapport à Rogue Kelet qui semble assez similaire, c'était pas si simple et ça a eu un win rate assez brutal au final. Je trouve que ta comparaison est un peu audacieuse. Roga Kailet, ça a beaucoup plus de polyvalence que ce que Ragavan aura. Parce que le blanc est une couleur bien plus polyvalente que ce que le rouge ne sera jamais. Donc, C'est vrai. et le coup converti et les coups convertis de mana, c'était deux cartes pour 2 mana le total. Là, c'est une carte et derrière, il n'y a pas, par exemple, le card advantage lié à partner qui renforçait l'explosivité et le card advantage. À Magic, quand on perd simultanément à l'aggro et au contrôle. C'est-à-dire, on prend l'aggro et en même temps, l'autre génère du card advantage, c'est pas solvable. On peut gagner une partie où on prend l'aggro et où on génère le contrôle. On peut gagner une partie où l'autre fait du card advantage et nous-mêmes faisons l'aggro, c'est faisable. Par contre, le problème de Kailet Rogak, c'est qu'il faisait un peu les deux à la fois. C'est-à-dire, il mettait une forte pression et en même temps, il générait du card advantage. Et ça, c'est un problème qui est insoluble. Tous les joueurs de limité le savent. Quand tu prends à la fois l'aggro et à la fois ton adversaire fait du card advantage, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'était le problème de Rogak Kailet. Là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a un card advantage induit par la carte, mais qui est quand même très aléatoire. Mais souvent, ça sera de l'aggro. Et c'est une carte qui est strictement rouge, qui ouvre donc très peu de possibilités si l'adversaire a décidé de consacrer quelques slots un peu virulents contre le problème. Et la carte est suffisamment forte pour que ça soit rentable d'avoir des cartes contre. Le problème aurait été techniquement plus ennuyeux si Ragavan était légèrement plus faible et que metagame et contre n'aurait pas été rentable. Là, logiquement, la carte est suffisamment forte pour que metagame et contre soit vraiment quelque chose d'envisageable. Mais c'est effectivement quelque chose que la communauté de commandeurs est habituée à faire. Alors que dans les autres arguments que j'ai proposé, il y a un autre truc qui me chafouine un peu, c'est que en fait, actuellement, mono rouge, c'était sympa parce qu'il y avait une pluralité, on va dire, de commandants disponibles qui offraient des choses différentes. Là, en fait, en permettant à nouveau d'avoir un T1 en rouge, en mono rouge, ça va diminuer en fait tous les autres builds possibles. On va juste se recentrer sur Ragavan. Et au final, on perd un peu comment on pourrait dire ça, en pluralité. Et au final, c'est un peu une régression plus qu'une avancée, j'ai l'impression. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Quand Ragavan sort dans le format, Karizef, Anax, le nouveau général dont j'ai plus le nom qui fait clocher pour de mémoire 3 mana, tous vont disparaître. C'est d'ailleurs pour ça qu'on débanne assez rarement des commandeurs, parce que chaque fois qu'on a un commandeur qui est plus fort que les autres, il soft ban, il enlève les autres du format. Donc là, effectivement, pendant 6 semaines, tous les autres commandeurs mono rouge aggro vont strictement disparaître. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Est-ce que c'est ennuyeux? Oui. C'est très grave. Ça serait très grave si c'était long. Si ça dure relativement peu de temps, ce n'est pas si dramatique que ça. Mais c'est cet argument de
à deux généraux qui se ressemblent, s'il y en a un qui est plus fort que les autres, il bannit de fait les autres. Oui, c'est un problème qu'on est tout à fait conscient. C'est d'ailleurs pour ça qu'une carte comme Marat n'est jamais débannie, parce qu'elle effacerait tous les autres decks similaires. Mais Au passage, ça répond à une question du chat qui dit pourquoi ne pas avoir remis Zurgo dans le format. Donc ça va avec. Alors, ça a été envisagé. Ça a été envisagé, mais globalement, débannir Zurgo pour 2 mois, ça n'a pas été jugé si pertinent que ça, vu que de toute façon, il n'aurait pas été joué pendant les 2 mois en question. Mais ça a été envisagé parce que ça aurait eu une cohérence. C'est-à-dire, voilà, on va avoir Zurgo de débanni, vu que Ragavan est débanni. Mais en fait, cette cohérence d'apparat, parce que de toute façon, ça n'aurait pas été joué, on l'a payé avec des moves, des contre-moves qui étaient peu productifs. Et oui, ça a été envisagé. Ça n'a pas été jugé très pertinent et ça a très peu de conséquences, parce qu'on l'avait débanni techniquement. Ça n'aurait pas été joué. J'ai une question sur qui est redondante et qui a été relevée. C'est est-ce que si par exemple des communautés pour des ou X ou Y raison du coup décident de ne pas pendant leur tournoi autoriser Ragavan, est-ce que vous allez quand même laisser c'est surtout pour toi Févin vu que c'est toi qui gères MTG Top 8, est-ce que tu vas quand même laisser les organisateurs de ces tournois poster sur MTG Top 8 ou tu préféreras ou vous préférez, le comité en tout cas, préférer ne relever des tournois que avec Ragavan dedans, jouer ou pas, mais en Alors, tout cas autorisé. pourquoi les gens vont sur MTG Top 8? Pour trouver des decklists. Pour le deck qu'ils vont jouer ou le deck qu'ils vont affronter. Si Ragavan est légal dans le format, on va considérer que les gens qui iront sur MTG Top 8 essaieront de trouver des bonnes listes de Ragavan, des bonnes listes qui battent Ragavan. Jusque là, on est plutôt d'accord. Est-ce que un tournoi qui aurait une banlist spécifique dans son Top 8 donnerait une bonne information aux utilisateurs d'MTG Top 8? Non, mais en même temps, pour l'instant, il n'y a aucune liste, donc il ne peut pas y avoir donné de deck. Oui, mais l'intérêt, les gens qui vont sur MTG Top 8, c'est pour trouver des listes adaptées à leur format. Si c'est pour trouver des listes adaptées à un format qui n'est pas le leur, ils n'ont pas d'intérêt. Et du coup, mettre des decklists qui ne sont pas du format auquel les gens jouent, c'est brouiller l'information, ce qui n'est pas réellement le but. Techniquement, je préférerais mettre les listes en ligne parce que c'est plus facile pour moi de ne pas avoir besoin de vérifier les listes. Tandis que là, par exemple, je suis obligé, quand je reçois des listes du Duel Commander, vérifier que c'est vraiment du Duel Commander et vérifier qu'il n'y a pas des Wastelands, par exemple, dans des formats Leviathan, Warcon ou autre. Donc, pour moi, c'est plus rapide de tout valider et de dire aux gens, démerdez-vous et trier l'information. Mais je le fais, même si pour MTG Top 8, c'est pas très rentable, le Commander, vu que ça me prend beaucoup de temps pour une fréquentation qui est bien plus faible que les autres formats. Donc, pour répondre à ta question, non, les tournois où il n'y aura pas de Ragavan, parce que ça ne correspondra pas à l'information pertinente du moment, ne seront pas répertoriés sur MTG. Ok. Il y a beaucoup de questions pour Inala, si tu veux qu'on en parle. Voilà, j'aimerais bien qu'on switch. On a passé 40 minutes sur le singe. Non, mais c'est important, encore une fois, hein, je veux dire, important, on conclut là-dessus. En fait, c'est quelque chose que depuis le début, on pense, mais qu'on matérialisait pas forcément, si tu veux. Et pour résumer ce qu'a dit Seven, c'est pas une agression des gens, c'est pas parce que c'était facile à voir que c'était forcément une très bonne chose. Et de temps en temps, secouer un peu, c'est pas forcément mal, quoi, je veux dire. Et moi, ces temps-ci, je suis surbooké de boulot et je suis à fond sur Apex, comme ça se voit, tu vois. Je suis moins sur Magic, mais si je devais jouer ces temps-ci, je serais pas choqué, je dirais chiche, quoi. Il m'est arrivé plein de fois, quand j'avais le temps et la patience, et avant le Covid, tout ça, de jouer standard et d'autres formats, d'être dans un format où je savais ce qui allait être joué. Même mieux, communauté locale, je savais ce que les gens allaient jouer. Donc je m'étais agréé presque contre les gens que je connaissais qui allaient jouer. Ça m'est arrivé, je l'ai fait. Et il m'est arrivé 2-3 slots de sideboard, j'ai dit, ça je sais que je vais tomber contre lui, ou en finale, voilà. Je l'ai fait à chaque fois. Ça vaut le coup de s'adapter à ça, tu vois. Donc il se trouve qu'au bout d'un moment, je veux rappeler juste un truc, hein. Je redonne l'article encore de Karsten de l'année dernière, qui parle du nombre d'objets édités dans Magic. Il y a 15 à 20% de cartes en plus tous les ans qui sortent. C'est essentiellement des rééditions, pour 15% d'entre elles, pour les 15 points, et les 5, c'est des nouvelles éditions. Là, on a eu Commander Legends, Jumpstart, on a eu les
les 3 ou 4 éditions Commander, ou 2 l'année 2020, c'était 2 Commander, c'était Ikoria et Zendikar Rising, je crois. Il y a eu les 4 éditions de standard. L'année prochaine, on va encore en avoir plus. D'abord, on n'a pas le calendrier. Et quand Wizard le donne, il le donne à peu près 6 mois à l'avance, pas plus. Donc on sait pas quand est-ce que ça sort. Et en plus, derrière, on sait pas ce qu'ils vont mettre dedans. C'est-à-dire qu'essentiellement, on se dit il y aura rien. Et d'un coup, il y a qu'un seul truc. Et en plus, ça voudrait dire que notre rôle à nous, c'est juste de juguler systématiquement que ce qui sort et qui est pété. Ça rejoint un autre débat qu'on n'a pas eu vraiment ce soir, et j'essaie de pas être long là-dessus, promis, qui est de dire, est-ce qu'il faut sur le principe virer les cartes avant ou virer les cartes après? C'est un truc qu'on n'a pas redit ce soir en substance, parce que tout est éclipsé par le fait que cette carte ressemble à une autre. Donc on se dit, si c'est pas fait, je vous comprends pas. On n'a jamais banni Zurgo de manière préventive. Donc on va pas bannir celui-là de manière préventive. Ça, c'est 100% logique. Après, la politique du comité a changé au fil des années, elle a jamais été la même. Voilà, c'est ça, donc on l'a stabilisé. Alors, c'est pas qu'elle a changé, c'est rien. 2 secondes. La politique a changé, le comité n'a jamais banni de cartes qui sortaient 15 jours plus tard. À ma connaissance, et Wizard ne le fait jamais, personne ne le fait jamais. Personne à Magic bannit des cartes qui ne sont pas sorties. Ni nous, il y en a une exception. Une exception qui n'est pas Wizard et qui n'est pas nous, c'est Lootry. Pour une simple et bonne raison, c'est que la communauté est immense, que si vous pensez que ce chat est un chat toxique, eux, ils le sont encore plus. Il n'y a pas de tournoi. Si tu remontes très loin, je crois que Man's Desire a été banni avant. Elle a été bannie en vintage, et c'était pas Main Desire, c'était Burning Wish, parce que c'était qui permettait de faire Main Desire. Oh non, c'était Main Desire, j'ai dit la merde. C'était Main Desire qui a été banni en vintage, effectivement, moins d'une semaine après. Mais le vintage, c'est quand même un exemple en 25 ans dans un format très minoritaire qui est le vintage. Et effectivement, je l'ai dit, si tu te rappelles, au début, j'avais dit, si c'était une carte combo qui était dominante, on n'aurait peut-être pas eu la même décision. On parle de Main Desire en vintage. Main Desire en vintage, tu peux imaginer ce que ça fait. Ça rentre très clairement dans le cas un deck combo qui est strictement inaffrontable. Et comme je l'ai dit, si le problème avait été un deck combo inaffrontable, notre solution n'aurait pas forcément été la même et on aurait pu faire une décision baroque de bannir une carte qui n'était pas sortie. Mais là, du coup, on a notre transition. Ouais, j'aimerais passer à... Du coup, qu'on arrête avec ce singe. Qu'on puisse passer à la suite. Du coup, tu as parlé, Doc, d'une combo machin qui ferait peur. Là, on va... Du coup, il y a une carte. En tout cas, il y a un général qui est Inala, qui lui, par contre, n'est pas nouveau, qui est sorti depuis quelques années déjà. Accessoirement en 4, bientôt. Et du coup, elle qui est pas du tout nouvelle, mais qui fait beaucoup parler d'elle. Sauf que tu vas plus facilement en parler que moi. Je te laisse raconter l'histoire de cette carte. L'histoire elle est plutôt simple. Le général il existe depuis 3 ou 4 ans, et en fait il y a une carte Spellseeker qui est légale depuis 2 ans, qui en fait déclenche un combo avec juste cette carte là grâce à la capacité éminence. Et c'est vrai que ça a été trouvé par une chinoise, je crois, récemment, il y a un mois. Et derrière, ça a été récupéré par des petits Frenchies qui ont pas mal bossé le deck. Et en effet, en fait, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits avec. Et ce qui est assez affolant, c'est que ça gagne contre des agros ultra rapides et même contre des decks qui packent beaucoup de hate. Donc ça commence à être assez problématique parce qu'on trouve peu, voire pas du tout d'angle d'attaque pour ce deck là, pour l'affronter. Et j'ai peur que du coup on arrive avec ce No Change sur une méta Inala versus Ragavan grosso modo. Et les decks rogues qui vont essayer de s'armer contre les deux. La combo elle consiste en quoi en fait? Du coup, tu as dit il y a Spellseeker la et combo, Inala. en gros, il y en a 2 possibles. Enfin, il y en a une qui est plus en plan B, c'est Breach Petal qui est déjà connu. Mais sinon, la vraie combo, en fait, ça va être de lancer le Spellseeker et grâce à la capacité éminence d'aller chercher le sacrifice des faibles qui permet de sacrifier le Spellseeker pour faire 4 mana. Elle est écrite dans le chat et vu qu'elle est très longue à expliquer. Voilà, exactement. En gros, c'est un enchaînement de tuteurs, de mana source et d'effets de réanimation pour refaire des tuteurs et mana source. C'est une boucle. D'ailleurs, ce n'est pas une boucle, c'est un enchaînement de sorts. Il n'y a pas de répétition.
et qui à la fin tue avec un Tendril de mémoire, oui c'est ça, avec un Tendril. Et donc du coup la question initiale ça va être est-ce que vous avez un peu touché au pack, est-ce que vous l'avez affronté et quel est votre rendu au final, est-ce que vous laissez un peu du temps au deck en connaissance de cause ou parce que vous n'avez pas assez testé de votre côté? Le deck a été vu, il a fait beaucoup de buzz, donc on l'a étudié sans trop de soucis. Globalement, à l'heure actuelle, il a gagné jusqu'à aujourd'hui. Il avait gagné un tournoi à 8 joueurs en Chine. Il avait fait finale d'un tournoi à Paris. Là, les tournois qui sont rentrés hier, effectivement, ont fait qu'il a gagné un tournoi à plus de 10 joueurs, contrairement à avant. Donc, ce qui lui manque globalement, c'est des résultats. Parce que quand un deck combo sort, t'as une première phase où le deck surprend, n'est pas connu. Si le deck est un minimum fort, il écrase tout le temps. Parce que il n'est pas connu, les gens ne savent pas quoi faire, et du coup, ça passe tout le temps. La deuxième étape, c'est qu'il doit gagner des tournois plus importants, des tournois à 20, 30, 50 joueurs. La troisième étape, c'est qu'il doit gagner des tournois à 20, 30 ou 50 joueurs avec les adversaires qui connaissent le pack, qui l'anticipent et qui est le metagame. À l'heure actuelle, on est sur la phase 1, sur Inala. Donc c'était trop tôt pour le bannir. Quand on a essayé d'anticiper un ban, parce que nos tests prouvaient que la carte était très toxique, la communauté n'a pas compris. L'exemple, c'est je me rappelle pas le nom de la carte. Nagila par exemple, non? Voilà, Nagila, merci. Ouais. Donc globalement, il ne faut pas devancer l'appel. Le deck combo existe. Il est évidemment toxique parce qu'il repose sur éminence. C'est une combo à une carte reposant sur éminence. Il y a tous les voyants qui sont rouges. Combo à une carte, reposant sur éminence. Ok. Globalement, ça sent pas très bon. Mais à l'heure actuelle, c'est trop tôt. C'est juste trop tôt. Je comprends ce traumatisme qui a été créé par Nagila. Néanmoins, je pense qu'il aurait pu être atténué avec davantage de communication et de chiffres derrière. Et d'éducation tout simplement. Qu'est-ce que tu veux c'est pas donner simple comme à, chiffre? c'est pas simple à expliciter, mais pour moi c'était une décision totalement claire et cohérente. Et j'ai regretté le fait que peu de gens puissent la comprendre à son potentiel maximum. C'est Et par exemple, juste en énonçant un peu les grands tournois et les résultats de la carte, chose que moi j'avais faite à cette époque-là, on se rend vite compte que la win rate est quand même assez insane du général. c'est très compliqué de considérer que juste avec la communication, on va faire quelque chose. Là, pas mal de monde discute sur le chat, on discute nous, mais est-ce que tout le monde a lu vraiment l'annonce qu'on a fait qui explique pourquoi on bannit pas les cartes? En pratique, non. Ce texte, on a mis longtemps à le faire, on l'a débattu, rebattu, et personne va le lire. La dernière annonce, par exemple, sur Magicville, les gens avaient copié la liste des cartes bannies, mais n'avaient même pas copié le paragraphe qu'on expliquait pourquoi Partner était toxique. C'est extrêmement difficile de prendre une décision qui est inattendue et de se dire on va faire beaucoup de com pour compenser. Et typiquement, sur Ouais. Inala, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu faire énormément de com pour arriver à faire passer la décision avec l'incertitude de l'énormément de com. Deuxième problème, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs étapes sur un deck combo. On n'est absolument pas sûr que l'étape 3 d'un deck combo, qu'en étape 3, au moment où Inala va devoir affronter des decks qui savent comment la combo marche et qui se sont armés contre, on n'est pas sûr du tout qu'à ce moment-là, le deck va être si fort. Parce qu'il a des forces, mais il a aussi des faiblesses. Il a une ligne, il a peu d'alternatives, il repose sur le cimetière, sur des tuteurs, donc il est sensible à tous les moyens de gripper un deck. Parce que ça repose sur des tuteurs et du cimetière, c'est qui est le pire cas. Parce que logiquement, les decks combo un peu forts n'utilisent pas ce genre de problème parce que c'est là où il y a le plus d'accidents par rapport à des 8-beer, par rapport à la honteuse 3-2
de Noir qui est sorti là il y a quelques heures, qui exile tout ce qui va au cimetière et ce genre de cartes. C'est-à-dire, il a des points faibles et on peut pas a priori dire qu'est-ce qui se passera quand ça affrontera des joueurs préparés. Ce qu'on peut dire, par contre, et ce qui fait que je pense que globalement, dans 2 mois, la carte partira probablement, c'est que c'est un deck combo reposant sur une carte et faisant intervenir le keyword éminence. Tous ces En fait, points, c'est des points qu'on ne veut pas voir. mon canal n'a pas tort sur le chat, c'est-à-dire qu'on nous demande du coup en l'état, si on veut jouer de vraies parties, on nous demande du coup de metagamer à la fois contre un deck aggro super agressif et à orientation burn plutôt, et en même temps contre un deck combo qui lui interagit avec son cimetière. Donc au final, c'est des choses qui sont difficiles à faire en même temps. Donc ça sera pas évident pour tout le monde, il va falloir faire des impasses. Malheureusement, les match-ups, on ne les décidera pas, et faire des impasses, ça peut coûter cher. Des choix, le mot impasse c'est un peu fort. Des choix, et le fait qu'il y ait plusieurs decks forts, et qu'il y ait des fois des decks forts qui soient contraires, c'est magique, hein, c'est pas spécifique au format. Le format, en fait, il y a le fait qu'on bannisse des fois trop tôt fait que les gens ont perdu l'habitude de metagamer le format. Et c'est quelque chose qui est assez mauvais parce que du coup, le format se calcifie selon l'expression qu'a utilisée Emmanuel Marek, membre votant dans les débats. Il a expliqué, et son point a été très utilisé, qu'à un moment, il faut une certaine incertitude, un certain mouvement pour qu'un format éternel ne décante pas. Et le problème, c'est que si on bannit tout ce qui risquerait de poser problème, parce on n'est pas certain du problème, on pense que ça va créer problème. Je pense aussi que ça va créer problème, mais on n'en est même pas certain. Si on bannit tous les problèmes potentiels, il n'y a plus de vague. On est sur une mer lisse. Et cette mer lisse, c'est pas très intéressant à se donner des défis pour jouer. L'envie de jouer repose sur une certaine incertitude, sur un certain chaos, qui est encore plus difficile à obtenir dans les formats éternels où la masse de cartes crée une certaine inertie. Donc, c'est pour ça que bannir en prévention, c'est un très mauvais move. Il faut laisser le temps aux joueurs de jouer, d'innover, de trouver des solutions, de tester. C'est plus intéressant de tester quand on a un problème, parce que tester s'il n'y a pas de deck contre lequel tester, c'est pas possible. Il y a des dizaines de decks qui existent. S'il n'y a pas un Monkey ou une Inala qui se focalise le format, tu ne testes pas. Commander, tu joues ton pack, tu changes quelques cartes, mais tu ne testes pas. Tester, c'est tester quoi? C'est tester le deck que tu vas jouer contre les decks que tu vas affronter. Habituellement, en Commander, c'est pas possible. Là, ça va peut-être effectivement. C'est très dur de bien se détacher de l'aspect affectif sur les decks aussi. Je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même des T1 qui se dégagent, et globalement, on sait les 5 voire 10 decks que tu vas affronter en majorité dans un tournoi. Pas la même chose, les 5 ou les 10. Dans un format standard ou autre, il y a pas 10 decks. En Commander, il y a... Oui, le Commander, après, c'est quelque chose à part, forcément. C'est quelque chose à part parce que on ne laisse pas à un moment un deck être central dans le format, parce que la légende dit que si un deck est central, le metagame est toxique. C'est fou. Il y a eu des tas de tournois où un deck était central, le metagame pas toxique. Et par exemple, Red Deck Queen n'impose absolument pas un metagame toxique. C'est pas Urza Red Deck Queen, hein. C'est quelque chose qui est carré et que tu peux affronter de manière relativement positive. Après, moi, dans l'idée, je comprends cette cohérence de 6 semaines. Néanmoins, j'aurais peut-être attendu le fait de laisser aux orgas la libre décision de faire comme ils le souhaitent et de ne pas impacter ses résultats sur MTG Top 8. Ça, je trouve ça un peu regrettable. Bon. Les orgas sont tout à fait libres de suivre ou pas nos recommandations. Le comité ne fait que des recommandations. C'est l'orga qui a le mot final pour savoir ce qu'il fait. Hein. Quand tu te prétends faire un format Wizard, tu suis ce que donne Wizard parce qu'il y a tout qui suit. Il y a la DCI, il y a les
les bans, les arbitres, il y a tout le monde qui suit si tu veux, donc il n'y aurait pas de consensus possible. Donc tu peux t'amuser à faire des trucs, mais tu dis attention, c'est fun, hein. C'est un tournoi fun, on prend ce format modulo ça, et c'est clair pour tout le monde. Nous, on n'a pas de puissance de feu, on bannit pas des gens parce que c'est pas notre désir. En plus, ça sert à rien, c'est nul. Enfin, on va pas dire aux gens enlevez-les. Voilà. Les organisateurs se débrouillent. Si des gens sont toxiques, ils les virent. Mais le reste du temps, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est là depuis le début. Ça veut pas dire qu'il faut l'encourager parce que sinon, s'il se passe quoi si tout le monde fait un truc dans son coin? C'est chacun qui tilt et après on se démerde. Faut se rappeler qu'avant ça, tous les jours, il y a des gens qui écrivent partout, qui postent sur Facebook. Mon metagame, c'est ça. Les gens ne jouent que ça. Qu'est-ce que je fais? Et je t'avoue que la personne qui est toute seule dans son méta, dans une ville un peu isolée, tu vois, comme moi je suis Limoges, ça peut être le cas, avec 15 personnes qui jouent, qui prennent tout le temps plus ou moins les mêmes decks, dont un qui a influencé 5 personnes qui jouent le même, tu fais quoi? Je te dis, mais je regarde les résultats sur net, c'est pas les mêmes que moi, quoi, tu vois. Donc pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir des adversaires qui jouent ça? Eh ben t'es obligé de t'adapter aussi si tu veux. Ça vient du fait qu'il n'y ait pas forcément assez de gens qui jouent derrière. S'il y avait 1 million de personnes qui jouaient dans le format régulièrement, qu'on avait des résultats pour 1 million de personnes qui jouent tout le temps dessus, il n'y aurait pas de question pour savoir ce qui est bien, pas bien, pourquoi s'adapter, etc. Les gens diraient, ça fait longtemps que tout le temps on s'adapte voilà, dedans, quoi. Donc il y a des nouveaux decks qui sortent régulièrement, et voilà, faut de temps en temps les regarder un peu en face. Et encore une fois, est-ce que celui-là, comme l'a dit Févin, est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Bah, si c'était vraiment si difficile que ça et impossible, comme il a dit, pas linéaire ou trop combo, inarrêtable, tu vois, un Sacerdoce d'Oracle qui touche le board et t'as une demi-seconde pour répondre parce que sinon c'est mort, tu vois. Des trucs comme ça aurait probablement viré. Mais est-ce que tu sais ce que Red Deck Wins va faire une fois qu'il a fait Montagne Ragavan? T'en sais rien. Tu sais à Non. peu près ce qui va se passer, t'as une idée des 5, 6, 8 spells, et tu peux jouer 1000 fois contre la sortie, tu auras 1000 sorties différentes où la personne va gagner avec une fois tous les spells de son deck. Tu peux perdre sur tous les spells du deck. Donc Mais ça globalement, peut par faire rapport quelque chose. à Inela, pour revenir Et oui, là-dessus, pour revenir à Inala, parce qu'il ne faut pas revenir. euh, moi je l'ai affronté avec un jeu super aggro, enfin avec le mien, le jeu le plus aggro que j'ai, qui avait à chaque fois une réponse pour tuer Inala en réponse de la capa imminence. Et c'est vrai que ça n'a jamais été un problème pour le retarder la personne en face, alors que je mettais en plus une cloque assez vénère en 4-5 tours. Je pense que Et à comprendre, hein. contrario, il y a eu des gens qui l'ont expérimenté en contrôle vénère, avec plusieurs réponses de défauts et compagnie. Et malgré tout, en fait, comme il a très peu de cartes pour sa combo, il a un package contrôle assez hallucinant pour contrer justement le contrôle qui va essayer de l'embêter, quoi. Et en même temps, l'aggro qui va essayer de l'agresser de façon assez vénère. Donc c'est ça qui est assez dangereux. Et au final, c'est dur d'avoir le. Même si on a l'anti-cimetière à ce moment-là, il peut toujours faire un tuteur en amont pour faire une discard qui vend le l'anti-cimetière et après il part tranquille. Ça dépend de l'anti-cimetière. Et je pense que globalement, le meilleur moyen d'attaquer le jeu, c'est plus avec les anti-shuffleurs, avec les anti-church, les anti-cimetières qu'avec les anti-bêtes. Techniquement, oui, ça peut Oui, ça s'arrêter, arrivera. Ça mais arrivera, c'est sûr. Mais dans la moyenne, au final, dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que le Inala aura plus de réponses que les réponses en face. Mais c'est sûr que des fois ça passera, et des fois et Inala sera bloqué, c'est sûr. je trouve prématuré de tirer des conclusions. Je trouve très Je prématuré te parce que comprends, je te comprends, je fais juste part de l'observation que j'ai faite. non, mais Elles sont pas une vérité générale, et elles peuvent être amenées à évoluer, donc mais je suis plutôt d'accord sur toi sur le fond, hein. Je trouve que le deck est toxique par sa structure, en fait. Parce que Éminence, c'est toxique, parce qu'un deck combo une carte, c'est toxique, et tout ça. Mais globalement, je pense qu'Inala, sur ce coup, a plutôt eu de la chance par le tempo des annonces. Si le deck avait été découvert un mois plus tôt, si l'annonce était un mois plus tard, je pense qu'effectivement, elle aurait eu des problèmes. Je pense qu'elle est pile dans le bon tempo pour passer sous le radar aussi et effectivement que les gens vont pouvoir faire des choses pendant les 2 prochains mois. Mais ça prouve aussi que adapter les dates sur les sorties, ça résoudrait pas tout de toute façon, parce que des fois, des cartes peuvent exister depuis très longtemps et le talent d'une personne, euh, dans le cas présent de Yi Jing dans son tournoi en Chine, a permis de créer à partir de pas grand chose un deck qui est
vraisemblablement au minimum fort, probablement très fort, voire trop fort. Et c'est bien, parce que c'est quelqu'un qui a innové dans, Bah, dans sa communauté c'est très locale. optimiste au final, donc c'est sympa également. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qui est plutôt positif, même si le deck en lui-même, c'est effectivement à peu près tout ce qu'on ne veut pas voir dans le format. Éminence, c'est quand même le pire keyword qui existe. Le keyword où il y a le plus de cartes bannies, je crois, par le comité. Parce qu'on a banni Arabo, on a banni C'est possible, ouais. Markov, J'ai pas les stats là en tête, j'ai pas calculé ça, mais ça doit être possible. Ouais. Ça doit et être ça. on en a banni 2 déjà, alors qu'il y a extrêmement peu de cartes de keyword. Et le keyword, pour moi, le plus toxique qui existe, c'est le toxique partenaire, par exemple. C'est partenaire, ouais. Il y a plus de partenaires, mais En proportion, et effectivement, quelqu'un D'ailleurs, vient. si je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. il y a plein de questions dans le chat, si vous voulez. Moi, j'avais des questions sinon en dehors, mais on peut prendre les questions du chat. Non, vas-y, c'est Ragen rapidement. qui drive, hein. On te suit. Hein. Allez-y, hein, Moi, je vois rien de. J'ai pas l'impression de voir Moi, je quelque voulais chose parler de partenaire, qui justement. change de ce qui a été dit avant. Ouais, il y avait plein de questions autres que ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Je te laisse en piquer une. Attends, faut que je remonte parce qu'il y a beaucoup trop de chat et pourtant j'ai un écran qui est grand. Ouais, J'avais une question sur partenaire en attendant, si tu veux bien. Vas-y, Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai retrouvé c'est une question. intéressant comme question, vu que c'est l'actualité, c'était la banlist précédente, donc c'est intéressant de faire un retour. Voilà, justement, la dernière fois, vous avez banni ici partenaire. Là, Mm. du coup, quel est votre ressenti? Enfin, quelles sont les retombées que vous avez pu connecter On a eu le résultat qu'on espérait concernant ça. C'est-à-dire, on a un partenaire qui n'est plus dominant, parce que ce n'était pas ce que les gens voulaient. Les gens voulaient une identification au deck. Ils voulaient avoir un commandeur. Et sur partenaire, il y avait des paramètres psychologiques, en plus des paramètres strictement objectifs, c'est-à-dire ça contredisait l'idée que se faisaient les gens du format. Donc, il fallait être plutôt agressif sur le keyword, mais on a choisi une option qui permettait de faire de l'innovative deck building, parce qu'au lieu de massacrer la capacité elle-même, chose qu'on ne veut pas faire par ailleurs pour plein de problèmes que je ne vais pas développer là, mais changer le texte des cartes ou des capacités, c'est très compliqué. Et au final, on a un partenaire qui est peu joué, mais qui existe, et qui est ce qu'il aurait toujours dû être, deux demi-généraux faibles et beaucoup d'imagination par les gens qui veulent le tenter. Donc du coup, on a pour le coup, on n'est pas toujours content de ce qu'on fait et des résultats parce que c'est difficile. Hein. C'est à un moment, on ne prévoit pas l'avenir. Mais concernant le partenaire, on a eu le résultat qu'on a espéré. Bah, c'est assez intriguant parce que suite à l'annonce, ça a vraiment mis au fond partenaire, à savoir il n'y avait plus du tout, c'était le désert. Et là, globalement, il y a une vague de partenaires qui revient petit à petit. Donc globalement toujours les mêmes, mais ça tourne à base de Livio, de Armix, de Malcolm ou de TVH principalement, ou de Silas même également. Voilà, on retrouve plus ou moins les 5 partenaires là au centre des builds. Et je pense qu'ils vont revenir sur le devant de la scène, mais je pense pas que ça dépassera 20% du field dans tous les cas. On aimerait que ça soit moins de 20%. Il est possible que si ça dépasse les 15%, il y aura d'autres têtes qui tomberont parce que c'est, comme je disais, il y a un argument psychologique. Les gens n'aiment pas ce keyword. Au-delà de toute rationalité, il y a vraiment un désamour complet du keyword par la communauté qui veut une identification, un deck, un commandeur. Je vais prendre un exemple simple qui est assez marquant. C'est une phrase de Kremlin qu'il a dit récemment. Lui, il a mis au goût du jour un pack qui s'appelle, enfin avec Livio et Malcolm. Et c'est vrai que Livio en fait est tellement nul, mais il coûte 2, que quand il prend un anti-bet dessus, en fait pour lui, il considère ça comme du CA pour lui parce que l'adversaire a cramé un anti-bet sur une 2-2 toute pourrie, quoi. Sur un Grizzly Bear. Exactement. Sur un Et au Grizzly final, Bear. c'est vrai, c'est la force de partenaire qui fait ça, et on le sait, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est relativement intéressant. Je regrette depuis longtemps que Wizard n'ait pas fait un keyword dans le même genre que partenaire qui permettait d'avoir 3 Grizzly Bears sans texte, par exemple, parce qu'ils auraient poussé le concept au maximum. Le problème de partenaire, c'est qu'ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Le cahier des charges de partenaire, c'était vous jouez 2 mauvaises cartes.
Et pour des raisons commerciales, Wizard n'a pas respecté la règle et a créé des cartes qui ont quasiment le power level d'un générateur normal. Pour des raisons commerciales, parce que Wizard ne pense que en fonction des actionnaires d'Hasbro. On a cet avantage, nous, de ne pas avoir d'actionnaires. Et qui est un gros avantage, quand même. Je suis d'accord. J'en profite du coup pour poser une des questions du chat. Est-ce que vous avez un avis sur Ogak, du coup, ou MH2 vous a trop occupé? Ogak, c'est effectivement un deck qui ne correspond pas à exactement ce qu'on trouve qui est intéressant dans le format. C'est un deck qui suit toujours le même plan et qu'il est relativement difficile de s'adapter. Si Ogak avait d'être dominant, ça serait un problème. Ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, par exemple, Winota est plus un problème qu'Ogak. Pour prendre les decks un peu linéaires. En plus, sur Winota, il y a des notions d'aléatoire qui sont assez détestables, là où Ogak n'en a pas. Ogak va subir aussi le fait qu'il interagit avec une zone commune avec Inala. Tant qu'Inala sera sous les spotlights, Ogak va avoir un problème. Et pas uniquement. Par rapport à Ogak, Hmm par rapport à Ogak, est-ce que vous avez, si jamais dans l'avenir ça devient quelque chose de trop vénère à votre goût, est-ce que vous avez réfléchi au fait que finalement ce serait pas plutôt Safekeeper par exemple le problème? Parce que moi je trouve que quand j'affronte Ogak, en général les parties sont quand même défavorables dans l'ensemble, mais au moins on joue à du vrai Magic. Et à partir du moment où le Safekeeper touche la table, la dynamique de la partie change totalement. Et en fait, devient très compliqué pour continuer une vraie partie de Magic. Quel est Alors, votre ressenti, vous, par rapport à ça? cette solution a été tentée plein de fois. Par exemple, concernant Zurgo, il y a plus longtemps pour les archives du Commander avec Vanishing plutôt que Zur. Chaque fois qu'on a cette idée de dire on va pas bannir le Commander, on va bannir une carte centrale du Commander à côté, on le fait plein de fois et ça marche quasiment jamais. Donc, pourtant sur la théorie c'est toujours bien, mais dans la pratique ça marche très mal. Donc, Alors, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, en fait, autant dans Zurgo, ça fait sens ce que tu dis parce que il n'y a pas de tuteur. Autant dans Ogak, des tuteurs pour chercher Safekeeper, il y en a des milliers. Donc au final, si la personne veut son Safekeeper, elle peut l'avoir assez facilement. Et c'est là où ça fait toute la différence à mes yeux. non, Donc je mais sais pas si ça peut jouer dans la balance ou pas, le fait non, mais ça peut jouer dans la balance et c'est une option qu'on envisage tout le temps. Mais en fait, cette option, on l'envisage tout le temps, on l'a utilisée plein de fois et on va dire le taux de réussite n'est pas très bon de l'option. Et on a beau être très bête, on a tendance à apprendre un peu de nos échecs et du coup, il est possible. Bon, là, on fait un peu de la banlist fiction, il est possible que si si Ogak devient problématique, la solution passe plus par Ogak que par les satellites autour. Structurellement, Ogak, ce n'est pas aussi exactement ce qu'on trouve qui est intéressant dans le format. Donc, affaiblir Ogak, oui, possible, mais peut-être bannir Ogak parce que c'est un général quand même c'est un deck qui est monolithique, commander centrique, des éléments qui sont pas si positifs que ça par ailleurs. Mais oui, on envisagera. Sur les débats, il y avait eu Bazar à une époque qui était débattu pour Ogak parce que les gens disaient en plus il y a le problème de l'accessibilité de la carte immonde. Voilà. Donc si Ogak pose problème, on étudiera les différentes options qu'on a. Safekeeper en est une, bien sûr. Mais voilà. C'est possible qu'on choisisse de bannir Ogak plutôt que la carte d'invitational d'Olerade. Un peu de respect pour les vieux joueurs scandinaves. Ok. Alors je On avait reviens. une question encore dans le chat, mais t'en as trouvé, ouais? Ouais, je vais revenir rapidement pour qu'on puisse avoir une réponse rapide de votre part. Dans quelle mesure bannir le singe, encore une fois, préemptivement pour un tournoi online serait ou pas de bon ton, allant ainsi à contrario du comité? Si vous avez une réponse rapide, c'est Fjord là qui pose la question. J'aurais tendance à dire, le tournoi online est souvent un tournoi de préparation à un tournoi en vrai.
Si la communauté de ce tournoi online prépare un tournoi où l'orga a décidé que Red Dead Queen c'était quelque chose qui était insoluble pour sa communauté et qu'il a dit non, mes joueurs sont des idiots et ils n'arriveront pas à résoudre le problème, donc je bannis le singe. S'ils comptent jouer dans un tournoi comme ça, je leur incite à jouer leur tournoi de préparation online dans le même format qu'ils joueront le tournoi en vrai. C'est la logique. Pour moi, un tournoi online, c'est quand même avant tout un tournoi de préparation. Si par contre c'est un tournoi online à fort enjeu, je leur incite à tenter le pari, de tenter de résoudre un problème. Online, c'est un deuxième avantage, c'est que c'est très facile d'acheter des cartes. Il n'y a pas le problème de l'argument financier qui est pénible, de devoir s'adapter pour 6 semaines seulement. Acheter des cartes qu'on n'aura pas usage après, c'est un peu ennuyeux. Sur un tournoi online, il n'y a même pas le problème. Donc, pourquoi pas le tenter? Pourquoi pas tenter de jouer, d'affronter un mono rouge très fort, de se battre contre, d'avoir un metagame défini? Moi, je conseillerais aux gens, surtout online, de tenter l'expérience. Mais après, les joueurs sont libres. Hein. Le comité ne fait que proposer un format. Si les joueurs veulent utiliser un autre format, libre à eux. Est-ce que Oko a été discuté aussi pendant ces 2 derniers mois? Ça a coupé au moment où tu as parlé, j'ai pas entendu le nom de la carte. Par hasard. Il y a eu un bruit d'élan. Est-ce que Oko est sorti est-ce que le mot Oko est sorti de votre bouche pendant ces 2 derniers mois de réunion? Pas ce coup-ci, D'accord. Régulièrement, il est sorti parce que c'est une carte qui a un power level extrême, parce que c'est une carte qui interagit avec la commande zone d'une forme ou d'une autre. Donc oui, c'est un débat qui a régulièrement lieu. Mais pas trop sur ce coup-ci. Ce coup-ci, on était plus soit de faire un no change parce qu'on veut faire des no change de 4 annonces à 6 annonces. On avait promis qu'on ferait des no change et on aime bien respecter notre parole. On aime bien faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et sinon, l'autre option, c'était de ne pas respecter notre parole et de faire un numéro d'anti-ban concernant le du coup, ça n'a pas été réellement le sujet, mais oui, une carte qui est toujours parmi les cartes les plus surveillées. Et Ça vaut Balance. pas la balance, j'imagine. Paris Ouais, demande débat. Balance. Balance, non, c'est pas le même cas, parce que tant Oko est surveillé, Balance, pas vraiment. D'accord. C'est vraiment un sujet qui est très anecdotique. On sait pourquoi c'est dans le format. Pour obliger les gens à gagner et non pas faire du grind, pour permettre d'avoir des parties spectaculaires, pour donner un échappatoire à des joueurs en multican. En fait, toutes les raisons qui font que Balance est dans le format, la nostalgie et autres, ne changent pas réellement en fonction du temps. Balance est pas plus dominant que ce qu'il était parce qu'au contraire, un des seuls decks qui arrivait à en faire quelque chose, c'était Akiri, n'est même plus légal. Donc, je t'avouerais que Balance est très loin et pas dans les 30 cartes les plus suivies, je pense, même pas dans les 30. Ok. Alors qu'Oko, pour le coup, elle est dans les 5 ou 10 cartes les plus suivies avec attention. So, qu'est-ce que tu as d'autres questions Alors j'avais vu une question, une triple question en une, qui était, j'ai essayé de la reciter, je l'ai perdue parce que du coup évidemment j'ai scrollé depuis tout à l'heure. Ce qu'on pensait, alors attends. Tu l'as posée 3 ou 4 fois, Azaril, donc je vais la reposer au pif, celle que tu as posée plusieurs fois, tu as changé la forme. Il y a 3 questions en une. Quid de la position actuelle du comité concernant Gifts and Given, Savings Reclamation et un éventuel unban de Loyal Retainers? Donc il y a la question que tu as posée à la base sur les cartes combo, avec des guillemets autour sur tout. Ces deux-là, éventuellement, qui servent à reprendre des trucs et à faire mieux avec le cimetière, et Loyal Retainers. J'ai vu ça comme question déjà. C'en Parce est que c'est vrai plusieurs. qu'on n'a pas parlé beaucoup depuis très longtemps, je pense, des cartes de combo de Loyal Retainers en fait, dans les streams et en live, il me semble. Oui. On répond à Loyal Returners ou à Gift Tu Reclamation. prends les réponses que tu veux. Moi, il y a combo, Ouais, Retainers et prends Gift. ce que tu veux, je Voilà. pense. Pour le coup, je pense que, sauf si vous voulez qu'on reparle de Gift a déjà été dit sur d'autres lives. Donc Dans ça ce peut être cas-là, on dit parle rapidement. sur Loyal mais, Retainer. Loyal Retainer n'a jamais été discuté.
Voilà, parce que En tout cas, ouais. donc répondre sur Loyal Retainer, pas de problème. Loyal Retainer n'est pas une carte très forte, est une carte qui est étonnante sur la banlist. Survie du plus apte est une carte emblématique à fort potentiel nostalgique et très spectaculaire. Loyal Retainer plus survie du plus apte, c'est par contre un problème. On veut globalement que le format ait un certain glamour, c'est-à-dire que des joueurs qui ont joué à une certaine époque reviennent jouer en commandeur parce qu'on leur dit « Hey, cool mec, tu peux jouer Necropotence » pour un joueur qui joue à l'époque. « Cool mec, tu peux jouer survie du plus apte » pour un joueur qui joue à l'époque. Et ainsi, on peut prendre des exemples plus récents. Et donc, on aimerait que Survie reste dans le format. Survie plus sur les retainers, c'est très borderline. Et ce qu'on veut pas, c'est que pour remettre une carte qui est pas très intéressante, pas très emblématique, et que tout le monde s'en passe bien, qu'on soit déjà dans le format, sur le retainer, on soit obligé d'enlever une carte full d'amour spectaculaire sur une couleur. Alors, du coup, le retainer, c'est la victime collatérale de notre choix de solution. C'est triste pour elle parce qu'elle le mérite pas. Févin, je me permets de On t'interrompre. t'entend mal. Ouais, Févin, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux reco ton Discord? Vous m'entendez mal? Là, c'est bon. Là, c'est Ouais. mieux. Ah, c'est moi, j'avais bougé, je m'étais déplacé dans la pièce, donc du coup, là, ça doit mieux. Mon micro doit être mieux, là. Tu peux reprendre. Du coup, vous m'entendiez plus. Bon, en gros, c'était pour sauver survie. Faire la version courte si j'étais pas très clair. Donc, Et du coup, par extension, tu maintiens le fait que des cartes soient là par emblème, on va dire, d'un héritage passé, malgré le fait qu'elles soient potentiellement un peu trop fortes. Ah, tout à fait, hein. Pince Crâne est une carte complètement déséquilibrée, complètement loufoque, et qui, d'un point de vue strictement rationnel, est plus forte que au moins la moitié de la banlist. Démonic Tutor est à peine moins fort, mais remplit aussi de cahier des charges. En fait, faire une banlist, c'est pas classer les cartes de la plus faible à la plus forte et de mettre une ligne horizontale à un endroit. C'est pas du tout ça. Faire une banlist, c'est faire un format qui, à la fin, donne une expérience de jeu, donne un ressenti, et si on joue, et s'il y a des cartes trop fortes, c'est pas le problème, et s'il y a des cartes qui sont bannies, mais qui globalement n'apportent pas grand chose à l'expérience, c'est pas très grave. Le but, c'est pas que la banlist soit une œuvre d'art. Le but, c'est que le format soit intéressant, cool, et propose une expérience de jeu et un ressenti. Et ça, c'est pas en classant les cartes de la plus forte à la plus faible et en mettant un trait horizontal que tu obtiens. Tu l'obtiens en faisant des Non, choix. bien sûr, c'est arbitraire. Tu l'obtiens en faisant des choix. Humilité n'est pas une carte très forte, par exemple. C'est banni. C'est pas une carte forte. Mais l'expérience de jeu d'humilité n'est pas jugée très positive. Ok, en tout cas, je suis assez content de t'entendre dire que Pince Crâne, c'est assez vénère parce que ça l'est finalement. Ah, ça. Mais du coup, voilà, je suis un peu étonné que ça soit toujours là. Je comprends l'intérêt du format. Enfin, je comprends l'intérêt, toi, en tant que comité, d'essayer d'avoir un format assez populaire, on peut dire, ou en tout cas qui fait venir des gens via des cartes. C'est une si mauvaise expérience de jeu que ça, Pince Crâne. C'est spectaculaire. En fait, c'est pas une. Je pense que Pince Crâne, c'est du genre de carte qui est très fort, mais en plus qui est très fort dans l'ombre. Et du coup, c'est dur à jauger et à juger parce que souvent ça va te faire gagner des parties, mais pas instantanément. Ça va prendre un peu de temps. Mais par des petits plays, ça va grinder énormément et en fait, en quelques tours, t'auras gagné. Non, on est d'accord, c'est extrêmement fort et ça fait gagner. Ça, on est d'accord. Mais en termes d'expérience réellement de jeu, globalement, Pince Crâne dans un miroir d'aggro, c'est fort, mais des fois, c'est un peu out. Pince Crâne face à combo, c'est entre médiocre et nul. Du coup, quand c'est que Pince Crâne fait gagner, c'est Pince Crâne face à contrôle. Globalement, c'est là où ça fait gagner. Est-ce que ce n'est pas une expérience de jeu originale, intéressante, que de temps en temps, aggro gagne
au card advantage face à contrôle? Est-ce que c'est pas quelque chose d'inhabituel qui laisse des souvenirs et que à la fin, le gars, le soir, il rentre chez lui, il fait putain, j'ai joué Winnie White, j'avais pris des vras, j'avais tout pris, j'étais aux abois et je suis reparti avec un pince crâne et il raconte l'histoire quand il rentre dans sa voiture, en voiture avec ses potes le soir et tout le monde dit putain, sacrée histoire. C'est ça l'expérience de jeu. C'est des fois de créer un peu un déséquilibre pour créer une expérience de jeu, un souvenir. C'est Balance. L'exemple de Balance. Balance, quand ça fonctionne, c'est extrêmement spectaculaire. Bon, c'est pas fort parce que ça fonctionne très rarement à cause du singleton. Mais à un C'est moment, curieux parce que je comprends ton argumentaire, hein. Le problème que j'y vois, c'est que j'aurais plutôt vu cet argumentaire pour de l'EDH multi. Là où en EV1 compétitif, on va essayer de chercher plutôt la régularité. Et c'est vrai qu'en fait, avoir des cartes qui, quand tu les tutos, break la game, du coup, ça peut être un problème, je pense, à mes yeux. Mais Oui. après, je suis d'accord, aggro a de base les difficultés contre contrôle et de même au sens général dans le méta, c'est souvent contrôle qui gagne les gros events. Donc en soi, je comprends que mettre cette carte pour buffer un peu aggro, c'est pas déconnant en soi, mais à mon sens, ça me semble un peu too much quand même. Je suis plutôt d'accord avec toi sur Pinecran, donc je vais pas vraiment défendre la position opposée. Je trouve ça bizarre que quand les gens sur les forums disent X est trop fort, ça devrait être ban, X est trop fort, ça devrait être ban, X est trop fort, ça devrait être ban, on voit des cartes d'un power level discutable ou pas adapté au format, et que Pinecran ne nous sort pas, pour moi, pas assez souvent. Pour moi, Pinecran, la communauté devrait faire campagne depuis très longtemps sur son bannissement, mais je crois que le fait que c'est pas le cas, c'est que les gens aiment bien la carte. Et que, du coup, comme Demonic Tutor, on laisse la carte parce que les gens trouvent ça cool. S'ils trouvaient pas cool, ils s'en pleidraient plus, j'aurais tendance à dire. En fait, je pense que ça fait partie des cartes qui ne peuvent pas partir seules. Et c'est un peu de votre faute dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes qui sont là parce que vous l'avez décidé, c'est des choix et que je respecte de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Mais comme en fait c'est votre choix d'avoir mis ces cartes-là ensemble, à mon avis, il faut les faire partir ensemble. Ça n'a pas vraiment de sens d'en faire partir une par une. Et en l'occurrence, voilà, si on enlève Pinecran, il faut aussi enlever Demonic Tutor et les cartes équivalentes à mon sens. Et est-ce que le format sera une expérience de jeu meilleure? Pas sûr. Ça sera peut-être un format plus J'ai pas la rationnel. réponse à cette question actuellement. C'est ça. Ça sera un format qui sera plus rationnel, mais il y a quand même une dose d'irrationnel dans le format. La command zone, En tous les cas, oui, ça c'est sûr. c'est irrationnel. Le singleton, c'est irrationnel. 100 cartes, pourquoi? Pourquoi Magic, c'est 60. Magic, c'est... En fait, il y a quand même de l'irrationnel dans ce format. C'est irrationnel qui fait... Donc, c'est pour ça que il y a des cartes qui sont là de manière irrationnelle. Donc, c'est ça. Après, je suis tout d'accord avec toi. Moi, Pinecran, c'est vraiment une des cartes... Quand je me suis intéressé au Commander, c'était une des cartes qui m'a le plus surpris par sa légalité. L'autre étant Wasteland ou plus anciennement Streetmine, c'est de dire, mais putain, on veut une expérience de jeu et comment est-il possible que C'était quoi l'autre, tu as dit? Streetmine ou Wasteland, selon les époques. Ok, Donc, ouais. j'ai m'étais intéressé au format Streetmine, était encore légal, mais assez vite ça a été, mais Wasteland, c'est voulez. C'est-à-dire comment on peut proposer une expérience de jeu aux gens en laissant Streetmine qu'on ne peut pas métagamer parce que comme on n'a qu'une carte parmi 100, on peut pas vraiment fetcher sur des basiques. Déjà, les fetchlands sont limités contre le format. Et ça faisait partie des cartes. Je comprends pas la logique. Mais j'ai jamais vu réellement les gens se plaindre de Pinecran. Donc, laissons des... Ensuite, Pinecran, il y a aussi un point, c'est une carte qui n'est pas aussi idiote qu'elle en a l'air. Bien jouer Pinecran, ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Voilà, quand c'est qu'il faut overclamp, c'est-à-dire tuer trop de bêtes, quand c'est qu'il faut être un peu conservateur et tuer pas trop de bêtes pour garder du tempo, c'est une carte qui a quand même quelques points stratégiques intéressants. Je voudrais revenir sur Survie parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent quand même que Survie c'est une expérience désagréable et ça casse le côté singleton. Tu me diras comme des tutors.
mais ça reste un enchantement, donc ça reste plus longtemps. Est-ce que c'est toujours ok comme carte? Je suis assez d'accord avec la remarque. Je suis d'accord avec la Oui. remarque parce que personnellement, j'aime pas le fait qu'il y ait beaucoup de tuteurs dans le format parce qu'effectivement, ça casse le singleton. C'est pas ce qu'il y a de pire. Les tuteurs, ce qu'il y a de pire, c'est les doublons fonctionnels. Mais effectivement, c'est un argument contre le fait que Survie soit légal. Après, Survie, c'est une carte qui est extrêmement emblématique pour une génération de joueurs. C'est une génération qui l'a joué en standard, puis une génération qui l'a joué en feu, le extend après. C'est une carte qui a vraiment ses admirateurs. Il y a des gens que tu leur dis, tu peux jouer Survie, ils font banco, ils achètent une légende et ils viennent dans le format. C'est une carte qui a un vrai pouvoir d'appel, un peu comme Necropotence. Il y a des joueurs qui rêvent de vraiment de jouer Survie. Donc, même si je suis d'accord que l'expérience de jeu n'est pas si bien que ça, parce que voir les gens chauffer pendant un temps infini à cause de Survie, c'est pas si agréable que ça, mais c'est un produit d'appel. Je vais rebondir sur cet argument parce que je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, Survie, il y a très peu de decks qui jouent ça, en fait. En tout cas, des decks qui perfent. Et, et du coup, le Duel Commander est là depuis 10 ans, je crois. Un peu plus, mais peut-être. Et 15 ans, voilà. Ouais. Et au final, ces joueurs-là qui sont nostalgiques, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait cette expérience? Est-ce que tu penses que tu peux encore attirer ce genre de personnes-là qui au final joueront des decks qui ne seront pas compétitifs et du coup ça va juste créer une expérience de jeu malsaine pour le peu de joueurs qui joueront en survie dans un deck très adapté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, non, je comprends. En fait, c'est un peu une publicité mensongère parce qu'on leur dit vous pouvez Survie sans leur dire que de toute façon, Survie, c'est pas très fort. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on dit aux gens, venez, vous pouvez jouer un Necropotence, on leur dit pas, oui, mais il n'y a C'est aucun deck. exactement pareil pour Necropotence. Quand on dit aux gens, venez jouer parce qu'il y a balance dans le format, on leur dit pas, oui, mais il n'y a personne qui peut l'utiliser. Oui, il y a un peu une part de publicité mensongère dans ce raisonnement. Mais si c'était pas une publicité mensongère, ça serait que la carte est déséquilibrée. Parce qu'on parle, les cartes qui ont qui ont une forte valeur symbolique sont des cartes plutôt fortes. Si elle est plutôt forte dans le cœur des gens et qu'elle est plutôt forte dans la réalité, c'est qu'elle est trop forte, globalement. Tandis que Survie a l'avantage, finalement, d'être forte dans le cœur des gens et de pas être si forte dans la réalité parce que, en fait, Survie, là où c'est fort, c'est quand t'en as 4 sur 60 cartes et que t'es sûr de la piocher. Exactement comme Necropotence ou Balance. Du coup, oui, je suis d'accord, c'est un peu une publicité mensongère. Mais une fois que les gens ont essayé le format, on a espoir qu'ils disent, bon, Qu'il ok, reste. ça marche pas, je vais jouer autre chose, mais qu'ils aient goûté à un format qui a une saveur particulière. Donc, mais oui, ton raisonnement est tout à fait juste. Toi, Ton raisonnement est... Févin, ce que tu dis, c'est qu'il y a un pool de cartes, du coup, donc, dont Survie fait partie, qui en fait peut être, on va pas dire toxique, mais en tout cas qui donne un mauvais souvenir de game à des joueurs, mais que du coup vous gardez dans le format pour faire venir des gens qui, quand ils auront joué suffisamment de games, se rendront compte qu'en fait c'est pas forcément utile de les jouer. Et donc du coup qui eux les enlèveront, mais par contre il y a certaines personnes qui continuent de les garder. Du coup quand on affronte ce genre de deck qui gagne pas, hein, ça se trouve c'est le fond de table, mais ça fait 9 sur un tournoi de toute la journée, entre 7 et 9 rondes, ça fait 9 rondes de frustration, j'exagère, mais voilà, la carte existe, elle frustre les gens, mais du coup on la laisse parce qu'en fait ça fait venir des gens qui en fait 6 mois après, s'ils sont restés dans le format, bah, ils vont l'enlever, mais du coup enfin Ouais. En fait, moi personnellement, je trouve que Survie c'est pas spécialement un problème. C'est assez lent pour un format qui est assez rapide. j'ai En pas eu fait, Survie l'impression que ça va c'était être un un problème, problème, Survie, c'était dans juste de la les decks. frustration. Dans les La decks très spécifiques comme frustration, Ogak, mais au final, c'est pas forcément Survie le problème dans ce cas-là. la frustration peut jouer dans les deux sens, hein. La personne qui perd face à Survie, ça peut lui rappeler, ça peut faire un effet Madeleine de Proust et lui rappeler un souvenir. Il peut perdre face à Survie du plus apte tout en ayant une expérience de jeu positive, techniquement. Parce, parce que ça peut y faire un effet parce que ça peut faire un effet Madeleine de Proust, en fait. Donc, c'est difficile à dire. Après, oui,
voilà, j'aurais tendance à dire que définir un format, c'est à un moment faire des choix. Et effectivement, on a fait le choix de laisser certaines cartes très limites pour faire du glamour. Mais je suis intimement convaincu que si on faisait ce que pas mal de monde pense, classer les cartes de la plus forte à la plus faible et faire un trait horizontal et dire au-dessus c'est ban, en dessous c'est légal, le format serait une moins bonne expérience. Il y a un exemple qui est dans le chat aussi, que c'est Démonique Tutor. Que j'ai utilisé en exemple à plusieurs moments quand j'ai expliqué Skullclamp. Oui, c'est d'un point de vue rationnel, Démonique Tutor, ça devrait pas être légal dans le fond. Ok, bah c'est plutôt agréable à entendre. Mais du coup, après, ça devient politique et Ouais. notre impact sur le débat est dans ce cas-là assez amoindri. Je pense qu'on va rapidement mettre fin au live. Je pense qu'on a dit en tout cas pas mal de choses sur cette soirée, Juste sur pour les bands. terminer, peut-être on peut parler Oui. de... C'est une question qui revient de temps en temps, je pense. J'allais te laisser un mot, une question en tout cas, pas un choix Des éventuels débans, est-ce que vous en avez en tête en ce moment, ou alors la priorité, j'imagine, c'est vraiment de voir comment va évoluer le format dans les prochaines semaines. Mais si jamais, voilà, est-ce que vous réfléchissez à d'éventuels débans ou pas? Pour le coup, j'ai entre guillemets répondu à la question, mais au tout début et quand on me posait une question sur le Monkey, donc je vais y répondre de nouveau. En fait, quand on débanne un général, souvent on bannit de fait tous les générales qui lui sont proches et qui sont inférieurs. Comme tu as Je suis fait complètement remarquer. d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui. Et comme tu as fait remarquer tout à l'heure, un des principaux problèmes du Monkey, outre sa puissance, c'est qu'il élimine 3 ou 4 decks Red Deck Queen différents, intéressants, variés. Et en fait, quand on débannit une carte, souvent, on fait plus une carte dans le format, moins 5, moins 10. Et en fait, ça n'a pas un impact positif sur la variété. Un exemple, en Russie, ils jouent un format qui est le Russian Commander, où il y a pas mal de généraux qui sont bannis en Commander, qui sont débannis. Et ben, leur top 8, c'est entre 5 et 7 commandeurs qui sont bannis chez nous, qui sont dans leur top 8. Et globalement, débannir un commander, ça apporte souvent pas grand-chose. Ok, donc là pour l'instant la ligne directrice est plutôt claire. Moi c'est quelque chose qui me convient, donc j'en suis pas mécontent. Mais voilà, au moins les gens seront fixés sur ce point-là. Est-ce que tu as une autre question, un autre rapide sujet, Sauk, que tu aurais envie en tant que joueur? Non, ben... Sinon, on peut... Du coup, je pense qu'on va assister à un peu un pierre-feuille-ciseau dans les prochaines semaines. Entre le combo, l'aggro et les decks qui pourront les battre. C'est Magic, ce que tu décris. Oui, complètement. J'allais dire, est-ce que c'est pas un peu Magic? Est-ce que c'est pas Après, un peu original? c'est challenger, mais c'est vrai que c'est Est-ce un peu que inhabituel s'il pour n'y le a pas de commandeur. deck dominant, c'est pas encore pire un pierre-feuille-ciseau? Parce que tu peux t'adapter, tu dis c'est difficile de s'adapter à Inala et au Monkey. Ok, je suis plutôt d'accord, les deux decks se ressemblent pas des masses. Est-ce que c'est pas encore plus dur de s'adapter à 10 decks tier 1, tier 2? C'est pire, hein? Il vaut mieux s'adapter. Donc globalement, cet aspect pierre-feuille-ciseau, au plus le metagame est focalisé, au plus tu peux choisir réellement de metagamer contre les deux. Et dans un metagame flou, ce problème est encore plus vrai parce que dans un metagame flou où il y a 8 ou 10 decks différents, là tu es obligé de faire ce que tu as dit tout à l'heure, faire des impasses. Quand il n'y a que 2 decks, 3 decks, 4 decks dominants, les impasses, tu as moins besoin d'en faire. Donc pour moi, sur un metagame focalisé, ce n'est pas vraiment un pierre-feuille-ciseau parce que c'est bien plus un pierre-feuille-ciseau d'un metagame pas focalisé où tu es obligé de faire des impasses et où au pairing tu fais bah ouais, voilà, J-Trog, ça me faisait chier de prévoir des cartes pour. De toute façon, c'est 2%, j'ai pas Alors, prévu. en fait, en commandeur, grâce à votre banlist en partie, le power level est assez lissé entre les decks, je trouve. Et évidemment, il y a des cartes qui rentrent plus ou moins bien dans les méta à tel moment ou à tel autre.
Mais moi, j'ai quand même le sentiment que voilà, si je prends n'importe quel tier 1, voire tier 2+, je peux me battre un peu avec tout le monde. Sauf quand justement il y a des énormités un peu comme Inala ou Ragavan, à mon sens. J'ai l'impression que je vais devoir venir avec des T1 et en plus bien métagamer contre eux. Parce que si je viens avec un T2 un peu lambda, même un T2+, ça passera pas quoi. Parce que le power level est un peu plus fort que la moyenne. Non, je suis pas vraiment d'accord. Un tiers 1 peut être moins maniable à métagamer qu'un tiers 2. Typiquement, Isamaru est un tiers 2, Pennywise, et c'est un deck où tu as plus de liberté pour métagamer qu'un deck qui est tiers 1. Donc ça t'oblige, le fait qu'un format est focalisé, ça t'oblige absolument pas à prendre un tiers 1. Au contraire, tu peux prendre un tiers 2 plus maniable, où tu peux modeler vraiment, t'adapter au metagame. Donc ça ne condamne pas réellement les tiers 2 et même des fois les tiers 3. L'exemple, c'était sur le Zap où il y avait Urza qui était légal. Il y a un joueur qui avait pris le taureau par les cornes et qui avait joué un moon rouge avec une grosse quantité d'anti-artefacts et qui a eu plutôt la malchance de perdre en quart de finale. Il avait pris un tiers 2,5 parce que c'était même pas un deck, même son choix de général n'était pas un général red deck très fort, plus des choix de cartes. Et par son courage et par ses tests, par son imagination et un peu les aléas du pairing, faut pas non plus rêver, il était arrivé à faire un résultat en prenant un deck qui était un tiers 2, tiers 2,5, tiers 3. Parce qu'un metagame focalisé, ça permet de ne pas se reposer sur la puissance brute. Alors qu'un metagame dit très ouvert, en fait, comme il te faut affronter 10 decks différents, ben en fait, tu ne peux pas être adapté à tous. Donc, quelle est la meilleure solution? La puissance. La puissance brute totale. Et dans ce cas-là, tu prends le meilleur deck. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de metagame, tu prends juste la puissance. Alors que dans un format où il y a un metagame, tu peux choisir de jouer un deck moins fort, intrinsèquement, mais plus adapté au metagame. Donc, En fait, je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps, je me rappelle justement de cette Urzap. Et voilà, j'ai pas forcément envie d'affronter s'il faut le même deck durant mes 8 parties. Donc c'est bien quand il y a quelque chose de bien dessiné, je suis complètement d'accord avec toi, mais faut pas que ça le soit trop. Et on verra à l'avenir ce que ça donne, hein, mais j'ai peur que ça tende vers le trop justement. Urza n'est pas le Monkey. Urza, c'est un deck qui permettait aux meilleurs joueurs de plus gagner parce que les joueurs qui avaient un edge, c'est-à-dire les joueurs qui sont déjà les meilleurs joueurs du format, avaient tendance à jouer un deck qui ressemblait à Urza parce que ça permettait d'additionner leur niveau supérieur avec un deck fort. Ragavan, ça sera pas forcément le même débat. En fait, les meilleurs joueurs du format jouent assez rarement Red Deck Win parce qu'ils considèrent que c'est pas un jeu qui fait peur et qui déstabilise des joueurs moins bons qu'eux. Et du coup, on n'a pas deux vagues qui s'additionnent. La vague un bon joueur avec un deck fort. On a plutôt des vagues qui s'opposent. Des joueurs qui jouent le deck fort et des joueurs forts qui ne jouent plutôt pas le deck fort. Et c'est en additionnant les vagues qu'on fait s'effondrer un pont. L'exemple du... Voilà, je définis, bon, j'explique pas bien mon point de vue, mais en fait, concernant Ragavan, ça sera pas forcément les meilleurs joueurs qui joueront Ragavan, et du coup, le deck ne sera pas si dominant que ça. Alors je me permets de faire une aparté qu'on commence un peu à radoter, et que je pense que si les gens veulent écouter ce que tu allais dire, parce que c'était quand même très très intéressant, mais c'est quand même ce que tu as dit il y a 1 heure. Je suis assez d'accord. Du coup, ils regarderont le replay qui arrivera mercredi. En attendant, si vous voulez discuter avec le comité, dans le chat, vous avez le Discord du comité et le site web, si vous avez besoin. Et nous, bah, du coup, je remercie ValetPL pour le raid, d'ailleurs. Qui arrive sur la fin. On va re-raider Elliot Dragon s'il part pas entre temps. Comme ça permettra de rester sur de l'arena pour ceux qui y étaient en tout cas. En tout cas, merci à Doc et à Fevin et à toi, OneSoak, d'être venu pour parler, De rien, c'est un plaisir. pour expliquer les choses et tout ça. Mais je suis très, très content que tu sois là parce que finalement, il y aurait eu besoin quand même de quelqu'un pour être là pour poser les bonnes questions. C'était très pertinent comme question et c'était vraiment très intéressant parce que les questions étaient pertinentes. Je te remercie.
Je rappelle en aparté que les chroniques ont actuellement des inscriptions pour un tournoi en juin qui durera, donc c'est un tournoi qui s'écoule sur 3 semaines. Concernant l'annonce du comité, on avait prévu quelque chose à la base qui n'est pas du tout le retour du comité. Vous pouvez vous inscrire. Les fins des inscriptions, ce sera vendredi soir et le lancement des rondes, ce sera dans la foulée. On reviendra peut-être demain pour info sur nos choix. Si le choix vous plaît ou ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous désinscrire du tournoi. On sera très triste, mais on comprendra. Comme dit, le replay ce sera mercredi là qui arrive. Donc voilà, si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez voir le début à ce moment-là. On va partir raider Elliot Dragon. Et en tout cas, j'ai un dernier truc aussi à rajouter avant que tu vas-y. finisses. Ça me laisse le temps de préparer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a un formulaire pour ça, pour envoyer des questions au comité. Elles sont accumulées dans un coin et on les lit au fur et à mesure. Et quand on a un peu de temps, on alimente le site. On fait pas ça pour les annonces, on le fait au fil du temps. On l'avait fait la dernière fois, on n'avait pas trop parlé de ça à tout le monde pour pas que ça arrive. Étant donné que je vous cache pas que les soirs d'annonce, c'est probablement le pire soir pour demander aux gens de poser des questions parce que voilà. Mais ça vaut le coup quand même. Donc voilà, si vous avez besoin en plus du Discord, il y a ça. Et je te redonne toi Doc d'avoir signalé ça parce que je savais pas que justement c'était en place. Nous on se retrouve demain soir pour du Commander Club, pour du multi, de la détente. Où Modern Horizon 2 n'est pas encore légal. Donc voilà, ça sera plus tranquille. On vous fait de très gros bisous. On retrouve dans 2 mois pour la prochaine annonce du comité. Et d'ici là, portez-vous bien. Avec les doigts. Passez une très bonne soirée et dormez bien. Salut, merci à vous. Bye bye. Bonsoir.